J'ai le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour, docteur Borazli. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va, très bien. Bonjour docteur Hachem. Ça va, vous allez bien? Bonjour mon Idriss. Alors, il faut que ça attende. Donc, Madame Hayat, je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Bonjour. Et présenter docteur Hachem. Et puis, moi, je reprends un petit peu la parole en fin de séance. Merci à tout le Très monde. bien. Merci, docteur Borazli. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire avec docteur Hachem Tial sur les conséquences du confinement sur la santé physique et morale de nos enfants et adolescents. Cette conférence est organisée conjointement par les parents bénévoles de l'UCPE FCPE Maroc et les parents bénévoles de la PEF Casablanca, représentant les fédérations des parents d'élèves FCPE FAP de l'enseignement français au Maroc. Je pense qu'avec nous, nous avons le coprésident national et le président de la PEF, je pense. Je ne les vois pas, mais voilà. Donc, nous avons tenu aujourd'hui à aborder un sujet pour lequel vous nous avez sollicité. Donc, depuis les annonces de la prolongation du confinement et la fermeture des établissements au Maroc jusqu'en septembre, vous étiez nombreux à nous faire part de vos angoisses et inquiétudes de vos enfants. Et vous nous avez exprimé aussi par la même occasion vos propres inquiétudes liées aux conséquences de cette agression psychologique que représente le confinement. Vous vous êtes tout naturellement posé la question comment s'en sortir indemne de cette expérience ô combien singulière que nous vivons tous. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons proposé à Dr Hachem Tial, qui a répondu présent, toujours avec bienveillance et humanité, et a accepté de s'adresser donc directement aux familles, donc via ce webinaire UCPE-APEF, pour répondre ainsi à un certain nombre de vos questions. Donc, je rappelle le Dr Tial. Bienvenue, Dr Tial. Vous êtes mobilisé également depuis le début de cette pandémie auprès de vos patients, bien sûr, et que vous continuez aussi à suivre auprès, en ligne ou ailleurs, aussi auprès de tous les acteurs de la société civile, toujours dans une démarche citoyenne, solidaire, animée par la volonté de l'anticipation pour une meilleure prise en charge des conséquences de ce traumatisme psychologique qu'est le confinement sur notre santé mentale et physique. Donc, je rappelle, vous êtes donc bienvenue. Donc, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste, médecin, directeur fondateur de la première clinique psychiatrique au Maroc, la Villa des Lilas. Vous avez fondé plusieurs associations et vous êtes membre d'un certain nombre d'entre elles, nationales ou internationales. Je ne cite que Anaïs et l'Association mondiale de psychiatrie. Donc, je rappelle nos chers parents que vous pouvez envoyer vos questions pendant l'exposé de Dr Tial. Vous avez une icône en bas, question QR. Donc, chacun doit cliquer et vous avez un format pour poser vos questions. Donc, les questions doivent nous parvenir avant la fin de la conférence pour qu'on puisse les transmettre à Dr Borazli, notre modérateur, et auquel Dr Tial va y répondre. Donc, sans tarder, Dr Tiam, la parole est à vous. Oui, alors, il faut que je fasse… Attendez, je fais comme ça. Oui, il me faut le micro désactivé. Il faut le partage. Le partage. Il faut le partage. Bon, c'est parfait. C'est bon, maintenant c'est bien. Alors, oui. Non, ça ne sort pas. Voilà. Voilà, tout le monde m'entend? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'entends rien du tout. Hein. On vous entend. Voilà, là c'est oui. Là oui. Il n'y a pas de là problème. c'est bon. On vous entend. Donc, je fonce? Oui, allez-y. Mettez-vous en plein écran, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Alors, attendez, hop là. Alors, voilà, je pense que… Voilà, je pense que là, ça doit être…
Voilà, je pense que vous avez… Parfait. J'y suis. Attendez, hop là. C'est bon? Parfait. Très bien. Donc, on y va si vous le voulez bien. Donc alors d'abord, je vais remercier, n'est-ce pas, l'UCPE, l'APEF et Madame Nassif en particulier pour l'invitation. Pour l'invitation ça m'a fait plaisir d'y répondre. J'ai répondu donc sans hésitation aucune. Sans hésitation aucune, parce que je crois que c'est toujours intéressant d'interpeller en particulier donc les jeunes en devenir, parce qu'il est intéressant donc qu'ils entendent des choses et aussi que j'entende, que j'apprenne à travers eux. Vous savez, on apprend à travers nos jeunes, il ne faut pas l'oublier. Hein. On a l'impression que c'est nous qui leur donnons tout, mais ils nous apportent tellement de choses que c'est dommage de ne pas en profiter. Alors donc quand on m'a demandé de parler à des jeunes de cette histoire de coronavirus, hein, en termes d'impact et en termes de structure, vers quelle structure société est-ce qu'elle nous emmène, alors, je me suis demandé comment est-ce que j'allais aborder cette thématique, parce que j'allais pas refaire tel que je le pensais, en tout cas, j'allais pas refaire ce avec quoi ils sont obligés de composer tous les jours, à savoir des cours magistraux à travers le web. Est-ce que j'ai pensé que ça n'allait peut-être pas intéresser tout le monde et je me suis dit que j'allais peut-être essayer d'envisager l'approche différemment et en me mettant peut-être à la place du jeune. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai envisagé de travailler, de partager avec vous. Je me suis dit que ce serait bien que je me mette à la place des jeunes, d'autant que c'est quelque chose que je connais parce que je suis un ancien, donc j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes avant qu'il y ait les pédopsychiatres. En plus, ensuite, j'ai passé la main à des gens qui étaient hyper spécialisés. Et donc, c'est quelque chose que je connais. Et je me suis dit que je pouvais m'autoriser à travers mon expérience, m'autoriser à ce jeu-là. Donc, je vais essayer de me mettre à la place du jeune adolescent qui est en train de vivre cette histoire de coronavirus. Et je me suis posé des questions. Je suis un jeune intelligent, j'ai besoin de comprendre. Et la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que c'est que cette pandémie? Alors, je sais bien ce que c'est qu'une pandémie, je sais ce que c'est qu'une épidémie, donc, parce que quand c'est localisé, je sais que la pandémie, bien évidemment, que c'est quelque chose qui arrive dans tous les coins du monde. Et donc, cette pandémie, c'est quoi? C'est quoi au juste? Est-ce qu'on a l'impression de découvrir quelque chose? Oui, on découvre quelque chose, mais le monde ne découvre pas cette chose. J'ai appris en fait que cette pandémie, les pandémies ne sont pas si rares que ça. Les pandémies ne sont pas si rares que ça. Il y en a environ 3 par siècle. On les a comptabilisées, environ 3 par siècle depuis le XVIe siècle. Donc c'est un phénomène qui a l'habitude de venir, qui est récurrent, donc à travers de multiples formes. Et j'ai appris en fait qu'il y en a quelques-unes qui ont particulièrement marqué l'histoire du monde, en particulier depuis le siècle dernier. Et la première, c'est la grippe espagnole. Tout le monde en a entendu parler. C'est quand même 50 millions de morts, peut-être plus. Il y a même des gens qui ont dit 70 millions de morts. Un tiers de la population du monde a été infectée. Ça s'est passé à la fin donc, de la Première Guerre. Donc, vous savez très bien les conditions dans lesquelles était le monde à cette époque. Donc, de véritables ravages à l'époque. Il y a eu, c'est parti en 3 reprises. Donc, une fois, c'était pas très méchant. La deuxième fois, c'était en début 1919. C'était la deuxième vague qui était particulièrement meurtrière. Et la troisième vague, elle est venue, je crois, autour du printemps de 1919. Ensuite, ça s'est calmé tout seul parce qu'il n'y avait pas de moyens de manager ou de vacciner à l'époque. La deuxième qui était importante, c'est la grippe asiatique. La grippe asiatique qui est venue quelques années après, qui a fait 2 à 3 millions de morts, ce qui est déjà énorme à l'époque, en 57, à l'automne 57. Une troisième est arrivée 10 ans plus tard, à peu près en 68. C'est la grippe de Hong Kong, qui était particulière dans ce que j'en ai appris, par le fait que c'était la première pandémie de l'ère moderne, c'est celle qui a bénéficié des moyens de déplacement aérien en particulier. Donc, elle a fait à peu près 1 million de morts. Et ensuite, il y a eu la grave grippe H1N1 en 2009, que tout le monde connaît et dont on continue à avoir des cas actuellement, qui, elle, était particulière par le fait qu'elle n'a pas tué grand monde. Elle est même peut-être moins meurtrière que la grippe saisonnière. Mais il n'y a pas que les virus. On a l'impression qu'il n'y a que les virus. Non, il n'y a pas que les virus. Il y a d'autres maladies qu'on a pu relativement maîtriser. Le choléra, la peste, la typhoïde, ça a fait des ravages. La peste a fait des véritables ravages à Marseille, mais pas que à Marseille. La variole, la rougeole, la scarlatine, etc.
Donc, les pandémies, les épidémies, c'est quelque chose avec lesquels on est censé dealer, composer, et on est censé faire ce qu'il faut pour qu'elles ne détruisent pas le monde dans lequel nous vivons. Donc voilà, les pandémies, c'est quelque chose qui existe. Le grand problème, c'est comment on a fait pour ne pas anticiper sur ce qui se passe un peu, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, l'autre question, donc je me suis posé la première question, c'est quoi la pandémie? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui est d'apparition récente? Non, on l'a vu. La deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que ce virus fait peur? Eh oui, ben c'est une grande question, ça. Pourquoi à ce point? Pourquoi à ce point? Je me suis posé la question parce que je suis allé, le jeune fouineur que je suis allé regarder au niveau des sites de l'OMS et j'ai vu, regardez bien, j'ai vu que les maladies autres que celles que le Covid, elles tuent à peu près 60 millions de personnes par an. C'est énorme. 15 millions de décès par les maladies cardiovasculaires, 8 millions par les maladies pulmonaires, 1,6 million par le diabète, les accidents de la route. Tout seul, ils font 1,4 million de morts par an. Je dis bien par an. Le VIH continue à tuer 1 million de personnes par an. Et le Covid, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 338 000, on dira, personnes qui sont décédées. C'est insignifiant. Donc, il y a de quoi se poser effectivement des questions. Pourquoi, à ce point, on a peur de ce virus alors qu'il n'a tué, en fin de compte, que 337 572 personnes. J'ai vu les chiffres ce matin. Alors bon, donc pourquoi est-ce qu'on en a peur? Et oui, alors j'ai fouiné, je suis allé jeter un œil là, sur Internet, et figurez-vous que j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai pas trouvé grand-chose, et je suis allé faire quoi? Je suis allé demander à un psychanalyste, et celui que je connais le mieux, c'est le docteur Thial. Et le psychanalyste qu'est le docteur Thial, il a éclairé ma lanterne. Il m'a répondu, après que j'ai trouvé des choses extrêmement compliquées dans les livres de Lacan, de Freud, des choses particulièrement complexes, en particulier Lacan. Mais en tout cas, le docteur Thiel m'a dit avec des termes très simples, il m'a expliqué avec des termes très simples pourquoi est-ce que nous avons peur de ce virus. C'est parce que ce virus, il renvoie à la mort. La peur du virus, c'est aussi la peur de la mort. Et le problème, pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort? Est-ce qu'on a vraiment peur de la mort? Alors les gens vous disent, oh moi, t'inquiète pas, moi je sais que ça va arriver un jour. Si je dois mourir, je vais mourir. Moi, j'ai pas peur de la mort. C'est faux. Tous ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas peur de la mort, non pas vous mentent, mais se mentent à eux-mêmes. Et tout le monde se ment de cette manière. Si tout le monde se ment de cette manière, on ne veut pas, c'est quelque chose dont on ne veut pas entendre parler pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne bien évidemment nos proches, mais pour ce qui nous concerne en particulier. Alors pourquoi cela? Le docteur Thiel m'a expliqué que c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas représenté au niveau mental chez l'humain. Alors, parce que vous savez très bien que quand on vient au monde, on n'a pas grand-chose, on a ce qu'il faut pour fonctionner, pour se développer, et nous construisons petit à petit des systèmes de représentation mentale. Ça va être les références à travers lesquelles nous allons pouvoir avoir une lecture du monde adéquate. Vous savez, quand on regarde le monde, chacun voit le monde, mais chacun le voit à sa manière. La réalité n'est pas celle que nous voyons. La réalité, elle est autre que celle que nous voyons. La réalité, elle est toujours teintée de beaucoup de choses. Elle est teintée par ce qu'on appelle notre subjectivité. C'est pour ça qu'une même chose va pouvoir être vécue par quelqu'un comme laide, comme moche, comme détestable, et par quelqu'un, il va trouver ça absolument génial. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous avons ce système qui nous permet d'analyser la réalité, qui fait que nous allons systématiquement renvoyer l'image que nous voyons, l'expérience que nous vivons, à notre système de représentation. Et ce système de représentation va nous amener à décoder ce que nous voyons et à en faire quelque chose qui représente quelque chose qui ressemble à la réalité. Alors, tout cela se met en place chez l'humain, mais il y a une chose qui ne se met pas en place chez l'humain. Et vous savez ce que c'est? C'est la mort. La représentation de la mort est inexistante chez l'humain. C'est ce qui explique que c'est quelque chose d'absolument insupportable. C'est la chose la plus insupportable qui puisse exister. Et quand les gens sont confrontés à celle-ci, quand les gens sont confrontés à l'imminence de la mort, c'est une expérience, quand ils en reviennent, les gens parlent de trou noir, les gens parlent de panne psychique. C'est une expérience de néantisation. C'est l'expérience que les psychanalystes appellent l'expérience de l'effroi. Donc, l'expérience de la mort n'est pas représentée, elle n'existe pas. Elle est tellement non représentée que l'individu, l'être humain, va tout faire pour faire comme si elle n'existait pas du tout. L'être humain vit dans l'illusion de l'immortalité. L'être humain vit dans l'illusion de l'immortalité et de la maîtrise de son destin. On fait tout pour ne pas voir cette possibilité, pour ne pas l'entrevoir.
on va tout faire pour ne pas nous confronter à elle, et c'est ainsi que nous fonctionnons. Nous allons faire, nous ne voulons pas en entendre parler. Vous savez comment on fait pour ne pas en entendre parler? D'abord, on évite de se confronter à elle, on évite d'aller chez les gens qui ont des difficultés majeures qui risquent de partir, et on essaie, et on se distrait, on s'amuse, on remplit notre temps, et on voyage, on essaye de passer un maximum de moments agréables. Et une des raisons pour lesquelles l'être humain a besoin de sentir, de vivre ces expériences agréables, c'est justement pour ne pas être confronté à cette expérience. Alors, donc, cette expérience de la mort, voilà, elle est là, elle n'existe pas chez nous, on vit dans cette illusion, mais quel rapport avec ce que nous vivons? Parce que actuellement, figurez-vous que cette expérience ce système défensif qui est en place pour nous permettre de vivre, vous vous rendez compte, si on n'était pas capable, si on devait vivre avec l'imminence de la mort, avec l'imminence de la fin de notre vie, on ne construirait rien. Ce n'est pas possible de construire si on est dans ce mood-là, si on sait que demain, on risque de partir. Donc, c'est grâce à ça qu'on continue à construire, qu'on fait des projets, qu'on se projette dans l'avenir et qu'on avance jusqu'au bout. Et donc, il y a un système défensif, c'est une forme de ce qu'on appelle la dénégation, c'est un système défensif qui est là, qui fonctionne très bien chez la majorité des gens. Et ce système, il peut être mis en faillite, figurez-vous. Et quand est-ce qu'il est en faillite, ce système? Quand est-ce qu'il est inopérant? Quand sont réunis un certain nombre d'éléments. D'abord, quand je sais que je suis complètement à la merci d'un ennemi. Quand il y a un ennemi, quand je sais que je suis complètement à sa merci et que cet ennemi, je sais qu'il va tout faire pour l'emporter et que cet ennemi a tous les moyens pour y arriver et que moi, je ne suis pas capable d'y faire face. Si sont réunis ces éléments, si je sais, je suis complètement à sa merci parce que je n'ai pas les moyens de faire face à cet ennemi s'il est là, si je sais qu'il va pouvoir m'emporter et qu'il a les moyens de le faire, boum, ça y est, là, je mets mon système défensif en faillite. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir agression psychologique, il va y avoir traumatisme psychologique et qu'il va avoir des conséquences psychologiques parfois importantes sur moi. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est vraiment la seule manière d'appréhender cette peur du virus pour lui donner du sens. Sinon, elle n'a pas de sens quand on la confronte aux chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Par contre, ce système est en faillite, donc quand il y a cette effraction qui déstabilise mon équilibre, quand quelque chose fait trop mal chez moi, mon équilibre est remis en question, il est déstabilisé. Être déstabilisé dans mon équilibre, ça veut dire que je vais commencer à développer des symptômes. Et je vais développer des symptômes qui sont liés à mon âge, à l'âge de l'adolescence, à l'adolescence dans laquelle je suis. Et ces symptômes sont relativement, donc encore une fois, spécifiques de mon âge. Qu'est-ce que je veux commencer à avoir? Donc la manière avec laquelle le système défensif, quand il est mis à mal, qu'il est dépassé et que ça fait trauma, va amener ces symptômes qui sont donc la conséquence du déséquilibre psychologique dans lequel je suis. Et ces symptômes, ça va être des symptômes en fait d'anxiété, on les appelle comme ça. Je vais commencer à être inquiet de tout et de rien. On appelle ça des inquiétudes sans objet. Je vais commencer à mal dormir, je vais commencer à mal manger, mon sommeil va être perturbé, je vais commencer à devenir susceptible, irritable. Donc je vais commencer à être mal et ça va se voir en moi. Donc mes parents, rendez-vous compte de ces choses-là. Il ne faut pas oublier que si je suis comme ça témoigne de quelque chose. C'est essentiel de vous en rendre compte. Je vais commencer aussi à me désintéresser des activités que j'appréciais jusque-là. Je vais commencer à avoir des maux de tête que je n'avais pas jusque-là, des maux de ventre, des douleurs articulaires. Je vais pas voir, parfois même, je vais peut-être faire pipi ou lit. En tout cas, je vais commencer à exprimer, pas tout cela, mais certains symptômes de ce que je viens de vous citer et qui sont le témoin, qui sont l'expression de la mise en faillite de mon système défensif devant ce que je suis en train de vivre. Alors, ce qui est surprenant, voilà. Donc, il y a des symptômes, il y a un problème. J'ai compris à travers ce que j'ai vu sur Internet et à travers l'aide du bon docteur Thial, j'ai compris un certain nombre de choses par rapport à cet effet de ce virus et comment est-ce qu'il peut engendrer tous ces symptômes chez moi. Mais malgré tout, ce qui est surprenant, c'est malgré tout, je me refuse à ce confinement. Je refuse de me confiner. Et quand j'ai vu ça, je me suis posé là aussi la question, pourquoi? Je suis en train de me poser des questions et je me suis demandé pourquoi. Alors pourquoi? Parce que d'abord, je ne veux pas rien en savoir de cette histoire parce que j'ai besoin absolument de voir mes amis. C'est quelque chose, c'est un besoin vital. Moi, le jeune que je suis, il faut que les adultes comprennent cela. C'est pas comme eux, ils ont envie de voir leurs copains. Moi, c'est quelque chose qui constitue un équilibre majeur dans mon équilibre psychique. Voir mes amis est vital pour moi. Je dois aller sortir avec eux.
aller en bas de l'immeuble pour papoter, pour discuter de tout et de rien, écouter de la musique, discuter, se retrouver et faire la fête dans la mesure du possible. Je vais de la même manière, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de cela, j'ai besoin de voir mes copains parce que le besoin de voir mes pairs, donc les jeunes comme moi, est quelque chose qui participe à ce que je suis en train de vivre dans mon adolescence, parce que j'ai un besoin. Si je n'ai pas ça, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, j'ai besoin de modèles extérieurs, j'ai besoin de modèles, on dit identificatoires, j'ai besoin de m'identifier au leader et à l'autre, j'ai besoin d'exister à travers eux. C'est comme ça que je construis ma personnalité, c'est comme ça qu'elle s'affirme, ma personnalité. Donc, c'est pas du pipeau tout cela, ce sont des choses, ce sont des besoins qu'il y a en moi et les adultes, les parents ont du mal à l'entendre. Il faut qu'ils l'entendent. Et ce que je suis en train de dire là, j'espère, va le permettre. J'ai besoin, donc je disais, j'ai besoin, j'existe à travers mes pairs, j'ai besoin aussi de m'autonomiser. J'ai besoin de m'autonomiser, ça les parents en général le savent, mais ils ont du mal à l'entendre malgré tout. C'est parce que je ne veux plus fonctionner comme eux veulent que je sois. Je ne veux pas être ce que eux veulent que je sois. Je veux être ce que moi j'ai envie d'être. Et c'est pour ça que je vais contester avec fermeté les projets pour moi. Je vais les rejeter et c'est normal. C'est comme ça que je construis encore une fois ma personnalité. Parce que ce n'est que comme ça que je vais m'individualiser, que je vais m'autonomiser, c'est à travers, encore une fois, la prise de distance avec mes parents. Et donc, quand je refuse la distanciation sociale, c'est entre autres aussi également parce que je ne veux pas aller dans le sens de mes parents, c'est pour m'imposer, pour aller à l'encontre de ce que veulent m'imposer les parents. Alors, ça leur paraît bizarre, mes parents, parce que je ne suis pas bête. Oui, bien sûr que je ne suis pas bête, je comprends tout à fait les raisons qu'ils m'invoquent. Je veux les comprendre, mais je peux aussi, mon intelligence, ça me permet aussi de critiquer. Il faut qu'ils entendent, il faut qu'ils comprennent que je les critique et les refuse. Donc j'ai besoin de m'autonomiser, j'existe à travers mes pairs, j'ai besoin de m'autonomiser, j'ai besoin de m'affirmer, comme on vient de le dire. Et ce qu'on ne sait pas par contre suffisamment, ce que les parents ne savent pas, c'est que je suis naturellement un grand impulsif. Je suis un grand impulsif, ça veut dire que j'ai tendance à fonctionner comme ça vient. Comme ça vient, ça veut dire que je ne réfléchis pas beaucoup à ce que je fais, je ne pense pas les choses, je ne prémédite pas les choses et je n'anticipe pas les conséquences. Bien évidemment, dans les limites d'une certaine raison, mais ma tendance, la propension dans laquelle je suis, c'est celle-là, ce n'est pas une autre. Je suis donc normalement impulsif et ça va se voir encore plus quand je suis en proie à des émotions négatives. Si je ne suis pas bien, ça va devenir, ça va prendre des proportions importantes. Je vais pouvoir être contrarié, frustré. Donc, les émotions négatives, je vais pouvoir en sortir et de plus en plus. Donc, cette impulsivité, elle est encore une fois particulière à l'âge que j'ai et elle est tout à fait normale. Je suis impulsif, j'ai besoin de mes pairs, on a vu tout ça, j'ai besoin de m'affirmer, mais j'ai aussi besoin de sensations fortes, que voulez-vous. C'est comme ça que je suis, j'ai besoin de tester mes limites. L'adolescent que je suis a besoin de se mettre à l'épreuve, il a besoin de conjurer ses peurs, il a besoin de se prouver qu'il est capable. Et il a la recherche de ce grand frisson qui fait tellement de bien. C'est aussi pour ça que me frotter aux forces de l'ordre, c'est quelque chose qui me fait plus de bien qu'autre chose. J'ai besoin donc de sensations fortes. J'aime prendre les risques, ça me fait du bien. Il faut qu'ils comprennent que ça me fait du bien. J'aime avoir des comportements qui constituent un danger pour moi et pour les autres. Et j'ai envie de faire des choses de plus en plus dangereuses. Braver les règles est quelque chose qui est normal pour moi. Ça me fait du bien. Donc il faut le comprendre. Ça s'inscrit dans les besoins que j'ai. C'est jouissif pour moi. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que je prenne des risques extrêmement dangereux, mais la propension que j'ai, elle est d'aller dans ce sens. Donc, c'est pour ça que braver la pandémie, c'est pour moi un risque qui n'est pas plus important que les autres. Donc, j'aime prendre les risques et je sais très bien qu'ils sont insensés. Je sais très bien qu'ils sont absurdes, mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut que mes parents comprennent, c'est que ces conduites à risque revêtent un sens dans mon rapport à moi-même et à mon entourage. Elles participent, ils participent, ces comportements à risque, encore une fois, à ma construction. Donc, ça a du sens pour moi. Je me mets, comme je disais, à l'épreuve, etc. Donc, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est aussi un moyen d'affirmer mon identité, de me valoriser aux yeux des autres jeunes de mon âge et d'éprouver des sensations fortes.
Donc, j'adore prendre les risques. Il faut qu'ils le sachent, les parents. Et il faut qu'ils sachent aussi que je suis quelqu'un qui sous-estime les risques. Je sous-estime les risques. Je ne suis pas du tout dans le fonctionnement de l'adulte. L'adulte, quand il voit que je fais un truc, il dit, mais il est complètement fou, mon fils, de faire ça, ou ce jeune homme de faire ça. Eh bien non, c'est parce que mon appréciation, la capacité que j'ai dans ma tête à apprécier la gravité d'un comportement est quelque chose qui n'est pas suffisamment développé en moi. Et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi je peux faire de grosses bêtises des fois. Et c'est ce qui fait que ma minimisation des risques, l'intensité du plaisir attendu, la jouissance que j'ai à l'idée de retrouver mes copains, ben, elles mettent de côté complètement les risques que j'encours et les risques d'être en infraction par rapport aux mesures de confinement. Donc, c'est le dernier de mes soucis, là encore. Donc, on a vu un petit peu ce qui se passe au niveau de ma personnalité, donc les spécificités de mon adolescence. J'espère que les choses sont claires pour nos parents. Et pour aller encore plus loin, dans ma recherche, j'ai essayé de comprendre est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent donner du sens aux spécificités de mon fonctionnement. Et j'ai découvert qu'il y a quelque chose non plus simplement dans ma personnalité, mais qui est carrément dans la physiologie de mon cerveau. J'ai appris en effet, ça m'a d'ailleurs pas mal surpris, j'ai appris que mon cerveau n'était pas suffisamment développé. Alors que j'ai 18 ans, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, j'ai toujours pensé que mon cerveau était développé, mais non. Et mon cerveau n'est pas développé complètement. En tout cas, toutes les régions de mon cerveau ne sont pas développées de la même manière. Et celles qui ne sont pas développées suffisamment, ce sont les régions qu'on appelle les régions frontales. Et ces régions frontales de mon cerveau, elles sont impliquées dans des fonctions essentielles. C'est des fonctions de planification, des fonctions de recherche de stratégie, des fonctions d'anticipation et de contrôle du comportement. Et ces régions-là, vous voyez combien elles sont importantes, elles n'arrivent à maturation qu'à partir de l'adolescence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit aux jeunes qui prennent des toxiques, qui prennent du cannabis en particulier, à quel point ils détruisent la construction de leur pensée, parce que justement, ces régions du cerveau qui ne sont pas suffisamment matures, elles sont empêchées de se développer à travers le recours de la drogue. Et quand on dépasse ces âges, elles peuvent ne jamais arriver à maturer. Et donc, elles ne sont maturées, ces régions-là, qu'à partir de l'âge de 25 ans. Les régions frontales. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand c'est comme ça, bon, on n'aura pas les capacités d'abstraction, on n'aura pas la capacité de décider logiquement de choses, la capacité d'organiser, elle n'existera pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a des difficultés à se motiver, nous les jeunes, et on a des difficultés à gérer l'emploi du temps. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à faire un certain nombre de choses et sur lesquelles nous n'arrêtons pas d'avoir des remarques des adultes. Donc, ceci pour la région frontale. Mais il y en a une autre qui était intéressante dans les lectures que j'ai eues, c'est qu'il y a d'autres régions qui sont les régions sous-corticales du cerveau, qui sont, elles, responsables des émotions. Et ces régions de mon cerveau qui sont responsables des émotions, elles sont développées normalement. Le problème, c'est quoi? C'est que la région frontale elle, grâce à la raison, grâce à la logique, grâce à l'anticipation, elle permet de mettre des freins à ces émotions. Et là, ce n'est pas possible, elle n'est pas suffisamment maturée, donc elle ne pourra pas le faire. Et à partir du moment où elle ne le fait pas, ça pose problème. Ça pose problème, ça fait que nous allons être à la merci de nos émotions. Il va y avoir ce décalage, il va être à l'origine de mes difficultés à gérer mes émotions et mes comportements. Voilà, donc c'est une explication de plus à donner pour donner du sens au fait que mon cerveau est aussi à l'origine de ces fonctionnements qui paraissent aux adultes dysfonctionnels. Donc mon cerveau, il n'est pas suffisamment maturé. Je disais donc qu'au niveau de ma personnalité, voilà ce qui se passe. Et il y a encore autre chose que je voulais partager avec vous, moi le jeune que je suis voulais partager avec vous, c'est le fait que le futur pour l'adolescent que je suis, c'est quelque chose, compte tenu de ce que je viens de dire par rapport à la région frontale, le futur est quelque chose qui est complètement abstrait pour moi. Hein, donc, et qu'on vienne me dire que si tu fais pas ça, tu risques, si tu ne vas pas dans le sens du respect des mesures de confinement, tu risques gros pour ta santé, c'est le dernier de mes soucis. Vous le pensez bien, c'est quelque chose dont je ne me soucie pas du tout, parce compte tenu de ce que je viens de dire, de la difficulté que j'avais à anticiper sur l'avenir. Alors, en plus de ça,
j'ai une propension à aller vers les fake news. Les fake news, j'adore les fake news. Et ça me permet quoi? Ça me permet de discuter avec mes copains et c'est à qui va trouver la fake news la plus intéressante. Et aussi la fameuse théorie du complot, moi, elle m'intéresse. Mes parents n'arrivent pas à comprendre pourquoi, mais pour moi, ça a du sens. Ça a du sens, pourquoi? Parce que ça me permet de donner une explication au fait que, justement, les parents, justement, ça me permet de dire, d'affirmer à mes parents combien ce qu'ils sont en train de vouloir m'imposer n'a pas de sens. Le problème, il est ailleurs, il n'est pas ce que l'on voit. Le problème, il est lié à des choses politico-économico, n'importe quoi. Donc c'est que la théorie du complot, elle est là et elle aussi, elle participe à ce que je sois loin de l'acceptation de ces fameuses mesures de confinement. Donc voilà, j'espère que là, les parents ont compris enfin, globalement les spécificités de mon âge et ce qui fait que je suis dans une grosse difficulté à accepter le confinement. Donc j'ai la tendance, la propension à le rejeter pour les raisons que je viens de donner. Alors bon, il faut aussi voilà, pardon, voilà. Alors donc on va avancer. Donc alors si je dois accepter ces mesures de confinement, qu'est-ce que les parents d'abord doivent faire et d'abord peut-être ne pas faire? Comment je peux aider moi mes parents à m'aider à accepter les mesures de confinement? Et que c'est un petit peu la réflexion que j'ai voulu partager avec vous. Alors si les parents ils veulent m'aider, ils doivent d'abord pas méconnaître les spécificités de mon âge, c'est pour ça que je les ai aidés tout à l'heure. Ils ne doivent pas, par exemple, feindre maladroitement qu'ils s'intéressent à mes propos, et on le voit, que mes propos, qu'ils ont une curiosité. Il faut qu'ils me montrent qu'ils ont une curiosité sincère. On le voit vraiment, on a l'impression qu'ils s'en foutent royalement, pardonnez-moi le mot, de ce que je peux dire. Pour eux, je dis n'importe quoi. Il faut qu'ils arrêtent aussi de me juger en permanence dans toutes les activités, mes centres d'intérêt, mais ça n'engage que moi. La vision du monde, elle n'engage que moi. Il faut arrêter de faire pression sur moi, sur le jeune que je suis. Il faut arrêter de m'imposer des règles de confinement, alors qu'avant, juste avant le confinement, ils discutaient avec moi, ils négociaient avec moi, on essayait d'avoir un consensus. Et là, ils veulent m'imposer. Non, c'est pas possible de m'imposer cela. Alors, il faut aussi qu'ils ne doivent pas partir de leur vécu à eux. Ils me disent, moi, tu sais. Non, c'est pas toi, tu sais. C'est moi qui suis intéressé par tout cela. Il faut partir de mon vécu à moi et non pas de leur vécu à eux. Il ne faut pas non plus, il ne faut pas qu'ils me fassent la guerre, il ne faut pas qu'ils soient heurtés par mes positions radicales, je le disais tout à l'heure, face aux autorités. Et il faut aussi qu'ils ne soient pas heurtés par le fait que les fake news, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça ne doit pas leur poser problème. Il faut qu'ils me comprennent, il faut qu'ils respectent mes points de vue. Et aussi, quand je suis énervé, il ne faut pas qu'ils choisissent de l'escalade comme ils ont du mal à se contrôler, mais qu'ils me disent simplement va dans ta chambre et calme-toi et on rediscute de ça après. Donc, s'ils choisissent l'escalade, on ne va pas du tout avancer. Il ne faut pas qu'ils lâchent sur leur position de rester ferme sur l'histoire. Bien sûr, je peux comprendre qu'il ne faut pas qu'ils lâchent du lest par rapport à leur position, mais en même temps, il faut qu'ils lâchent du lest pour d'autres choses. Ça se discute, on ne m'impose pas. Il faut aussi que mes parents, il ne faut pas qu'ils continuent à me manipuler. Il faut qu'ils arrêtent de me manipuler, l'histoire de me culpabiliser, par exemple, en invoquant des angoisses. Les angoisses de ton papa va être mal, tu vas tuer ton père, il va, etc. Si tu continues comme ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas que me culpabiliser. Il ne faut pas non plus qu'il mette des doigts de mes comportements en chargeant mes copains. C'est parce que c'est ton copain qui est là qui t'a amené à faire ça. Non, je suis responsable de ce que je fais. C'est pas l'autre qui est derrière tout ça. Voilà ce que vous ne devez pas faire, mes parents. Alors bon, on peut aussi dire deux mots sur ce que vous pourriez faire pour me faciliter les choses. Alors pour m'aider à respecter le confinement, il serait bon que vous sachiez, mes parents, qu'il est intéressant pour moi, selon ce que je suis, de m'impliquer. Faut me donner des choses à faire. Faut dire tu t'occuperas de ta sœur, tu feras ses devoirs avec ta sœur, tu feras, je ne sais pas, de tes grands-parents. Il faut me mettre. Je ne veux pas simplement être passif en tant que spectateur. Je veux faire des choses. Il est important que je participe activement à ce qui se passe à la maison. Et quand il me parle de risque de santé, il faut qu'il pense que ce n'est pas par rapport à moi qu'il doit se positionner, il faut qu'il me dise, qu'il m'interpelle sur le fait que je risque de faire prendre des risques à l'autre. C'est à ça que je suis sensible et pas à autre chose.
Et on peut élargir ça. Si je suis sensible, par exemple, si on me dit qu'en faisant ça, je vais servir la communauté entière, je suis quelqu'un qui est capable d'entendre, qui est capable d'entendre les notions d'engagement solidaire. Je sais que donner à l'autre me fait du bien. Donc, si on passe par ce biais, on peut me faire passer beaucoup de messages. Donc, voilà un petit peu l'adolescent que je suis. Quelles sont ses spécificités? Qu'est-ce que peuvent faire, qu'est-ce que ne doivent pas faire les parents, n'est-ce pas, pour que j'accepte ces mesures de confinement? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour que j'avance avec eux dans ces mesures de confinement? Et si on compose avec tout ça, je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant pour gérer cette pandémie qui dure et qui risque de durer encore. Qui risque de durer encore, et justement, c'est donc l'autre volet sur lequel j'ai essayé de réfléchir, n'est-ce pas? Vers où est-ce qu'on va, hein? Vers où est-ce qu'on va? Vers où va la situation dans laquelle nous sommes? On peut se poser des questions, mais bon, pour voir d'abord où est-ce qu'on va, il faut peut-être voir avant cela dans quoi est-ce que nous sommes. Dans quoi est-ce que nous sommes. Alors là aussi, je suis allé regarder sur Internet, je suis un homme de mon époque, et j'ai vu des chiffres pour le moins alarmants. J'ai regardé du côté de l'université de Harvard qui vient de dire il n'y a pas longtemps qu'on risque d'avoir 20 à 60% de la population mondiale d'infectés, et il risque d'y avoir 14 à 42 millions de personnes décédées. Bon, j'espère qu'on n'en est pas là, mais bon, j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Toujours est-il que le problème est posé tel que, en tout cas, le disaient les chercheurs de Harvard. La situation dans laquelle on est, bien sûr, on le sait tous, hein, que le chômage est en train de grimper à des chiffres absolument fous. On sait que les revenus vont baisser, on sait que les entreprises vont fermer, on sait qu'il va y avoir beaucoup plus de pauvres en ce bas monde. Et c'est comme ça. On sait aussi que, et ça c'est aussi dramatique, on sait aussi que les institutions importantes comme l'OMS et l'ONU n'ont pas été capables de grand-chose. Elles n'ont pas été capables de manager cela. Donc, et leurs bailleurs de fonds, ce sont eux, on l'a vu, ce sont eux qui leur imposent des choses, parce que, et leur liberté d'action. Donc, on ne peut pas trop compter sur elles dans l'absolu. Alors, vers quelle société allons-nous à partir de là? Vers quelle société allons-nous? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais de manière très résumée, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a deux manières d'envisager le problème. C'est soit on va dans le sens on a perdu beaucoup d'argent, il faut rattraper, il faut nous remettre au diapason et essayer de continuer, avancer pour gagner encore plus d'argent, pour rattraper toutes les pertes qui sont liées à ce confinement. C'est un choix, on en reparlera, désastreux, parce que pour moult raisons, on n'a pas le temps d'en parler, mais une des raisons majeures, c'est que au nom de ces gains fous, on risque, tous les dépassements peuvent être possibles. Il y a des gens qui se sont projetés dans l'avenir pour dire qu'on pourra avoir des dictatures, on pourra avoir des chefs d'entreprise qui vont pouvoir faire travailler dans les plus mauvaises conditions pour rattraper le temps. Donc, on peut aller vers quelque chose de particulièrement désastreux pour nos sociétés. Mais on peut aussi réfléchir autrement. On peut aussi considérer que ce que nous vivons actuellement est une rare opportunité de penser la vie autrement. C'est une rare opportunité de vraiment développer une autre façon de nous comporter avec nous-mêmes, une autre manière de nous comporter avec notre entourage. C'est un moment où nous avons vécu des expériences uniques dans ce confinement. On s'est rapprochés entre membres de la famille, on s'est rapprochés des amis, des gens qu'on n'a jamais appelés, on les a appelés. Donc ça a apporté quelque chose de différent qu'on avait oublié depuis des années. Et c'est quelque chose sur quoi on se devrait, à mon sens, de capitaliser. C'est aussi, cette expérience c'est aussi une opportunité de surmonter les clivages entre les États, entre les nations. Hein. On a vu à quel point que l'on soit européen, africain, en fait, ce en quoi nous nous ressemblons est beaucoup plus important que ce en quoi nous nous opposons. Donc, ces inégalités, ces différences, il faut peut-être qu'on a l'opportunité ici de dépasser tout cela. Peut-être qu'on a une opportunité extraordinaire d'établir un nouvel ordre mondial bâti autour de quoi? Bâti autour du lien à l'autre. Vous savez, depuis les années, enfin, la fin des années 40, on a tout mis en place pour détruire le lien, parce que le seul lien qui liait les gens, c'est le lien pécuniaire, c'est le lien à travers le gain financier, et c'est quelque chose qui a détruit donc la relation, détruit
ce qui constitue véritablement ce que nous sommes en ce bas monde. Et on peut établir un nouvel ordre mondial dans lequel le lien à l'autre constitue le noyau fondamental. Alors, que dire pour conclure, parce que j'ai promis de ne pas dépasser les 30-35 minutes. Alors, que dire pour conclure? Pour conclure, je dirais, pour ce qui concerne mon confinement et ma relation à mes parents, je dirais que d'abord, pour respecter ce confinement, il faut que mes parents entendent bien que j'ai besoin d'être reconnu par eux, que j'ai besoin d'être respecté par eux, j'ai besoin d'être pris au sérieux par eux, du fait même de mon âge. Je dois, et quand ils me proposent des solutions, je dois sentir que je fais partie de la solution. Il faut vraiment qu'ils sachent que je ne dois pas être simplement spectateur, comme je disais tout à l'heure. Je fais partie de la solution et je suis quelqu'un d'utile pour la solution. Et si on respecte ces éléments-là, je suis convaincu qu'ils pourront me convaincre justement du bien fondé des mesures de confinement. Voilà, ceci pour ma relation à mes parents. Et par rapport à mon avenir, pour espérer un avenir meilleur pour moi et pour tous les gens de mon âge, parce que l'avenir c'est nous, n'est-ce pas, nos parents, malgré les retombées de la crise. Pour cela, je me dois d'envisager la vie, on se doit d'envisager, nous les jeunes, la vie avec d'autres valeurs. Nous devons d'apprendre à revenir, j'y faisais allusion tout à l'heure, à ce qui constitue l'essence même de notre vie. Je me dois d'apprendre à revenir à ce qui constitue l'essence même de notre vie. Je me dois nous devons de nous réinscrire dans ce qui constitue le fondement même de cette vie, à savoir notre humanité. Sur cela, je vous remercie infiniment pour votre attention. Parfait. Voilà, j'ai tenu mes temps. Merci beaucoup, Dr Thiel, pour cette excellente présentation. Donc, c'était clair. On a maintenant les idées un peu plus claires et on va essayer de gérer la situation en suivant un petit peu vos conseils. Je donne la parole à Madame Hayat. Et puis après, on va commencer une petite séance de questions, s'il vous plaît. Merci. Merci, Dr Thiel, pour cette présentation qui nous met en appétit justement pour les questions à suivre. Donc, les parents sont en attente de… Voilà. Donc, je lance d'ailleurs un appel pour les parents que vous pouvez toujours continuer à poser vos questions. Et effectivement, c'est vrai que cette notion de l'inconnu, c'est ça qui fait qu'il y ait la peur qui s'installe. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on dit que plus rien ne sera comme avant. C'est ce qu'on dit. Les liens, je veux dire, la notion de lien elle-même sera différente. Le lien, le rapport avec la famille, la cellule famille, société, etc. Donc, je pense qu'il y a toute une réflexion, comme vous disiez à juste titre, Dr Thiel, les schémas de réflexion vont peut-être aussi se voir modifiés. Hein, donc, voilà, donc, je pense que l'essence même de l'homme, je pense, c'est vraiment ce pouvoir d'être créatif, voilà, d'aller vers la résilience. Donc, il y a toujours des moyens pour contourner, pour s'en sortir. Donc, voilà, je laisse la parole à Dr Boretsky pour les questions. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié de présenter quand même, voilà, Moulay Idriss Alaoui, donc, avec qui j'ai la charge et l'honneur de co-présider l'UCPE national, et Mounia Nasseri, donc vice-présidente de l'APF Casablanca, voilà, ici présente. Très bien. Donc, Dr Thiel, on a quelques questions des gens qui ont assisté à la conférence. Il y a un monsieur qui demande, nous avons peur parce que nous ne pouvons pas délimiter jusqu'à ce moment le volume réel de cette pandémie. Les autres chiffres de l'OMS sont maîtrisés, celui du Covid-19 continue à croître. Personne ne peut affirmer justement avec certitude que le nombre de morts de Covid n'atteindra pas les 10 millions, voire même les 100 millions au courant de cette année 2020. Surtout qu'ils disent comme quoi il peut y avoir une deuxième vague pandémique. Donc, peut-être qu'il y aura une mutation aussi du virus. Alors, que pensez-vous, justement, et comment répondre à cette question, à ces préoccupations, justement, de ce monsieur? Vous savez je vais vous dire quelque chose dont peu de gens parlent,
c'est que le virus, il a besoin de continuer à vivre. Le virus, il a besoin de continuer à vivre. Et le virus ne peut pas vivre dans les morts. Voyez-vous, le virus ne peut pas vivre dans les morts. Et c'est un virus qui est extraordinairement intelligent parce qu'il il s'adapte à tout. Et une des manières avec laquelle il s'adapte pour rester en vie, c'est justement de changer dans sa capacité à nuire et pour que les gens restent vivants, vous comprenez? Et c'est ce qui explique le fait que, par exemple, pendant la pandémie, la première pandémie qui avait décimé plusieurs millions de personnes, à un moment donné, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce qu'il s'arrête de lui-même. Hein. Je veux bien, ce sera génial si on trouve un vaccin, mais il se peut aussi qu'on ne le trouve pas. Mais même si on ne le trouve pas, hein, il va arriver un moment où il va y avoir un rééquilibrage, il va devenir moins dangereux, vraisemblablement. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, il faut suivre et il faut attendre qu'il y ait un vaccin dans la mesure du possible. Vous savez, le grand problème, c'est même pas celui-là. Le grand problème, c'est vers quel monde allons-nous? Alors, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Parce que vers quel monde est-ce que l'on va? Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes devenus des individus masqués? Le monde est devenu masqué. Et le masque est quelque chose qui est contraire là aussi à l'essence même de l'homme. Nous avons besoin de voir l'autre. Nous avons besoin de communiquer avec l'autre sans parole. Nous avons besoin de savoir qui est l'autre. Le besoin de l'altérité s'efface avec les masques. Si on rentre dans un monde masqué, ça va complètement chambouler nos relations dans l'absolu. Ce n'est pas possible. Donc c'est une difficulté dans laquelle on ne pense pas beaucoup, mais qui est extrêmement importante. Donc il y a ce qui est intéressant. Donc je suis désolé, je glisse un peu parce que j'ai un peu répondu à la première question, mais ça m'amène à apporter des compléments de réflexion par rapport à ce qui a été dit. Vers quoi est-ce qu'on s'achemine? On s'achemine vers un monde masqué. On s'achemine vers un monde qui va pouvoir il va glisser dans un sens ou dans l'autre. Hein. Est-ce que ça va être le même monde? C'est impossible. Nous ne pourrons pas vivre avec le même monde. Soit on va aller dans un monde qui va se déchirer parce qu'on va être à la recherche du gain et la recherche folle du gain, ou bien on va aller vers un monde qui va être différent. Alors, ça dépend de quoi? Ça dépend de la capacité du monde, non pas à la résilience, ça dépend de la capacité du monde à réfléchir. Vous savez, ce qui a changé la face du monde, je parlais tout à l'heure de la fin des années 40, pour ceux qui savent comment se sont passées ces histoires de modernité et de post-modernité, vous savez, tout s'est décidé dans une société qu'on appelle la société du Mont Pèlerin, justement en référence au Mont Pèlerin en Suisse, dans lequel de grands chercheurs, de grands penseurs et de grands économistes se sont réunis et ils ont pris des décisions, ils ont pris des recommandations qu'ils ont fait au monde entier. La recommandation, c'était qu'il fallait que les États se désengagent et il fallait à tout prix chercher à faire de l'argent. Et ils avaient dit à l'époque que la recherche du gain, donc le développement se fait par le gain, c'est comme ça qu'on va aller à l'encontre de la pauvreté, ce qui n'était pas faux, hein, mais ils avaient dit aussi qu'il faut que tout le monde s'arrime à ce train, et si on ne s'y arrime pas, on va prendre de plus en plus de distance et on ne va plus exister à la limite. Mais le problème, c'est que pour y arriver, qu'est-ce qu'il fallait? Pour eux, il fallait mettre en avant que l'argent. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le lien humain a été complètement détruit à travers cela, et pas que le lien humain, mais également la spiritualité aussi. On peut en parler pendant longtemps, mais bon, je vais peut-être arrêter là et compléter à la demande si on le souhaite. Parfait. Donc, Alors, oui, Madame Hayat, vous avez une question? non, en fait, je n'ai pas de questions directes. J'ai beaucoup de questions qui me viennent sur mon portable. En fait, aujourd'hui, comme vous disiez, docteur Thiel, nos enfants auront une expérience unique dans leur vie qui sera marquée à jamais dans leur, je dirais, patrimoine génétique. Donc, c'est quelque chose avec laquelle ils vont grandir et ils vont peut-être aussi essayer de s'en servir donc, dans l'avenir
pour un moyen de défense ou de créativité ou de contournement ou tout à fait le contraire, je veux dire, voilà. Donc, soit c'est un moyen voilà, qui va les encourager à être plus créatifs et contourner la difficulté, ou alors plutôt, et c'est là où je pense que beaucoup de parents voudraient une réponse, comment je gère mon enfant qui vit ce confinement très très mal, il ne voit pas ses copains, il n'y a pas le lien social, il n'y a pas cette notion. Voilà, donc je veux dire, il y a quelque chose qui s'est produit dans sa vie, il y a une rupture. Il y a une rupture voilà, il y a deux mondes, l'avant et l'après. Ben, pour l'instant, Oui. on est dedans, mais bon, voilà, il n'y a pas encore l'après. Oui, l'après, il faut le préparer. Vous savez, l'après, il faut le préparer. Ce que vous dites est très juste. Évidemment que on peut se poser des questions. Hein. Donc, comment gérer? Je pense que ce que j'ai dit pendant mon intervention, il y a des réponses dedans. Il n'y a que des réponses. Hein. Ce sont des questions auxquelles j'ai associé des réponses. Vous savez, la meilleure manière de gérer la difficulté, c'est de la comprendre. Hein. Si on ne la comprend pas, on ne peut pas la gérer. Et mon espoir, j'espère qu'il n'est pas vain en faisant cette communication, il est justement d'amener les parents à leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses qu'ils savent. Hein. Je n'invente rien, hein, les parents vivent cela. Mais simplement mettre le doigt sur certaines choses et mettre des mots sur certaines choses permet d'en tenir compte beaucoup plus. Vous savez, on est prêts, on est tous parents. On vit tous cette expérience. Hein, mais ce n'est pas parce que je sais, c'est pas parce que je connais que pour autant j'agis en conséquence. D'accord? Et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre. Et parce que comprendre, par comprendre peut nous permettre de fonctionner de manière automatique. Parce que nous ne réfléchissons pas à ce que nous faisons avec nos gosses. Il ne faut pas se leurrer. Nous ne réfléchissons, ça vient tout seul. Ça vient tout seul en fonction de notre histoire personnelle. Ça vient tout seul en fonction de ce que nous sommes. Ça vient tout seul en fonction de ce que nous savons. Et non pas simplement en termes de connaissances, mais en termes d'expérience. C'est pour ça que je voulais partager avec vous comme une expérience, parce que l'expérience est beaucoup plus intéressante que la connaissance. La connaissance, on en fait ce qu'on peut, mais l'expérience, elle impacte autrement, elle impacte différemment et elle peut amener justement un certain nombre de choses à changer de manière automatique. Et c'est là tout l'intérêt. Donc voilà, par rapport à ce premier volet de la question, je pense, je ne sais pas ce que c'était que l'autre, mais par rapport à la manière avec laquelle nous allons gérer nos gosses, je pense que c'est important d'avoir ces petites notions. On les accompagne. Alors demain, est-ce que nos enfants vont pouvoir faire avec est-ce que c'est une histoire de résilience et tout cela? Je crois que c'est beaucoup plus que ça. J'espère que ce ne sera pas simplement de la résilience parce qu'il faut sortir. On va sortir de ce confinement. On ne va pas rester dedans. Donc, on va sortir du confinement. Il va y avoir des mesures qui vont être prises. Pour certaines personnes, ça aurait été un gros trauma. Si c'est un gros trauma et donc il a impacté, il va falloir les soigner. C'est comme ça. Hein, il va falloir apporter du soin. Les soins ne sont pas forcément médicamenteux. Les soins sont aussi une écoute. Les soins, c'est beaucoup de choses. Alors, mais il y a aussi tous les autres qui ne vont pas être impactés de manière traumatique. C'est la vie qui va devoir changer. C'est là où je disais que tout va dépendre de comment ça va être pris. Par exemple, à l'échelle de l'enseignement, ce serait quand même particulièrement intéressant d'amener des gens qui peuvent apporter la réflexion parce qu'il faut en faire quelque chose. Il faut penser à ces choses-là. On est dans une société qui a beaucoup de mal à penser. Nous n'avons pas beaucoup de penseurs et c'est dommage. Mais une société ne peut pas avancer sans penser. Et donc, je pense qu'au niveau des établissements d'enseignement, les échanges autour de cela, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et j'espère qu'il y en aura d'autres encore, il faut amener nos jeunes à élaborer, à réfléchir, à penser justement. Et c'est cette pensée qui va permettre une issue constructive à ce qui est en train de se passer, à ce trauma. Si on veut en amener une issue constructive, il ne faut pas laisser les choses se faire comme ça. Nos jeunes, ils ne peuvent pas tout seuls aller trouver en eux ce qu'il faut pour… Non, il faut qu'ils soient, disons, un petit peu guidés là-dedans. Il faut qu'ils soient guidés par qui? Par les grands. Pas par les grands qui ne vont pas venir dire voilà comment les choses doivent se faire. C'est pour ça que j'ai refusé de faire un exposé comme une conférence magistrale. Je crois qu'il faut se mettre un petit peu au diapason des jeunes. Il faut donner la parole aux jeunes. Il faut que les jeunes préparent des choses et partagent en étant guidés
par un penseur ou un enseignant. C'est tout ça. Et je pense que là, on est à un moment de l'histoire du monde où ce qui ne pouvait pas être envisageable il y a quelque temps, et juste avant le confinement, est envisageable. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en crise. Et la crise, et c'est des crises graves, le monde n'a pu changer que à travers les crises graves. Les changements les plus grands, ils sont venus après quoi? Ils sont venus après les guerres, il ne faut pas se leurrer. Pardon. Ils sont venus après les guerres. Les guerres, pourquoi? Parce qu'ils ont été d'un traumatisme juste impensable. Et quand on est dans ces traumatismes-là, quand on est agressé beaucoup au niveau psychologique, c'est là où notre système de représentation, notre système représentationnel est capable d'entendre autre chose. Sinon, ce n'est pas possible. Vous savez, vous pouvez changer des petites choses. Vous savez, c'est comme un oignon. Vous enlevez l'extérieur et vous allez mettre le reste à l'intérieur, l'essentiel, vous n'allez pas y toucher. C'est ce qui se passe. Et non, et maintenant, on est à un moment de l'humanité où ça peut se faire, mais à la condition que cette humanité donne sa place à la réflexion, à la pensée. Et c'est la responsabilité de tous, c'est la responsabilité des gens, donc quand ils sont quelque part, c'est la responsabilité des établissements d'enseignement. J'allais dire, je vous en conjure, faites quelque chose, ne laissez pas cette opportunité passer, cette opportunité d'inscrire autre chose dans le référentiel des gens. Donc en redonnant la juste place à la relation, je le disais tout à l'heure, au lien, la juste place à la pensée, la juste place à l'aide à l'autre, la juste place vraiment, ce sont des choses à notre humanité, comme je le disais. Si on ne le fait pas maintenant, on n'aura pas de sitôt l'occasion de le faire. Et ce sera nous qui aurons été responsables du fait qu'on n'a pas fait aboutir ce projet-là, qui est un projet de société pour un monde différent. Merci, Dr Thiel. Est-ce qu'on pourrait déjà parler de mémoire post-traumatique ou alors on est encore dedans? Est-ce que pour mieux anticiper la prise en charge plus tard? Non, alors, je disais, bon, je vais reprendre par rapport à ce que j'ai pu dire. Merci de m'en donner la possibilité. Quand je suis agressé par une situation, je vais composer avec, j'ai mon système défensif qui est là. J'ai mon système défensif, on appelle ça le système de parexcitation. Notre système défensif, il nous protège contre, un petit peu comme la peau. La peau, elle est là pour empêcher l'effraction. Quand il y a une effraction, qu'est-ce qui va se passer? La peau va être déchirée et il va y avoir des risques à l'intérieur de notre corps et il va y avoir tout notre système défensif qui va venir pour empêcher les microbes de venir nous faire des désastres et en même temps un autre système qui va se mettre en place pour essayer de réparer tout cela. Mais ça, c'est au niveau physique. Il se passe la même chose au niveau psychologique. Au niveau psychologique, quand on subit une agression psychologique, là pour le coup, elle va dépasser notre système défensif, cette peau qu'on appelle la parexcitation, elle va pouvoir être dépassée. Et si elle est dépassée, l'agression va pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes et elle va générer un déséquilibre de notre homéostasie, je le disais tout à l'heure. Et ce déséquilibre, il va induire en lui-même tout un système de réparation qui va se mettre en place, qui va pouvoir agir efficacement, très efficacement, moyennement efficacement ou pas efficacement du tout. C'est là où on commence à développer des symptômes. Alors, quand il n'est pas suffisamment efficace, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des éléments qu'on appelle les symptômes de stress. C'est là où on va avoir du stress, pas le syndrome de stress post-traumatique. C'est simplement le stress. Le stress, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'anxiété, c'est l'inquiétude, c'est les symptômes psychosomatiques, c'est les troubles du sommeil, c'est les troubles sexuels, c'est toutes ces petites choses-là qui vont pas constituer un handicap important dans notre vie. Parce qu'on peut les juguler rien qu'avec une écoute ou avec un petit traitement d'appoint ou avec des séances de relaxation, de sophro, etc. Mais il se peut aussi, pour un certain nombre de raisons, parce que peut-être que j'ai moi-même des problèmes psychologiques importants, je suis fragilisé par mes problèmes psychologiques, je suis fragilisé par des problèmes que je suis en train de vivre par ailleurs, donc mon système défensif ne va pas être efficace, et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir développer un vrai trauma. Et si je développe un vrai trauma, c'est là où on va pouvoir avoir des conséquences, donc à travers ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, qu'on appelait avant, vous savez, c'est une américanisation, parce que c'est l'impérialisme américain qui opère, encore une fois, même au niveau de la terminologie. Avant, on appelait ça la névrose traumatique, c'était quelque chose avec laquelle on a composé après les deux guerres. C'est quand même
quelque chose qui a existé, qui a amené énormément de travaux. C'est la même chose. Les PTSD simplement, c'est simplement l'approche biologique. Parce qu'il faut que les Américains vendent des médicaments. Vous savez, c'est tout bête. Et ça, on considère qu'il y a de la biochimie du cerveau qui ne fonctionne pas. Oui, c'est beau tout ça. C'est attrayant, c'est passionnant de dire ouais, c'est génial. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas un cerveau qui dysfonctionne. Ce n'est pas le cerveau qui dysfonctionne. C'est la psyché qui dysfonctionne. Et quand elle dysfonctionne, notre psyché, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle va s'exprimer, elle va être malade. Et c'est là où on va avoir des modifications au niveau de la biologie du cerveau. Donc, c'est une conséquence. Ce n'est pas à partir de là que c'est parti. Donc, le syndrome post-traumatique, ce qui est intéressant dans cette névrose traumatique, c'est quelque chose qui va pouvoir survenir bien après, et qui va pouvoir être des fois des mois plus tard. Donc, il se peut tout à fait que après ce que nous sommes en train de vivre, bien après, on commence à avoir des troubles psychologiques qui vont s'inscrire dans du syndrome post-traumatique. Alors, est-ce qu'on peut anticiper tout cela? Est-ce qu'on peut anticiper? Je pense que c'est surtout qu'il faut faire en sorte à ce que on soit le moins possible dans l'anxiété, et il faut que les parents fassent attention aux symptômes que j'ai sortis tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas laisser les choses aller de plus en plus loin, s'aggraver. Quand il y a des petits symptômes, il faut apporter une aide. Encore une fois, le plus souvent, l'aide, elle est simplement à travers l'écoute. L'écoute parce que quoi? C'est pour ça que vous avez vu autant de centres d'écoute, tout le monde s'y est mis, et tant mieux. Tout le monde s'y est mis, et tant mieux, parce que la parole apaise, la parole, elle permet surtout de donner du sens, elle permet de partager, et elle permet de réduire l'impact justement destructeur de la situation oppressante. Et donc, les parents, c'est pas la peine d'aller voir le psychologue, simplement en étant à l'écoute de nos enfants, en leur donnant la possibilité de partager, en leur donnant la possibilité de parler, en leur donnant la possibilité de donner leur avis, de critiquer, alors qu'on n'avait pas le temps de le faire. Avant, on rentrait complètement exténué chez nous, tellement fatigué qu'on avait envie d'entendre rien du tout, rien que la télé, manger et s'allonger. Donc, on n'est plus là-dedans. Donc, si on donne la possibilité à la parole d'exister, et si on donne la possibilité à la parole d'être présente, on peut réduire cet impact psychologique. Alors, il est évident que quand ça dépasse ce niveau-là, il faut faire appel aux spécialistes. Donc, on peut anticiper, on peut surtout en réduisant ce qui se passe actuellement, et ensuite, pour la suite, il faut faire en sorte à ce que nos enfants fassent de ce que nous vivons actuellement une expérience constructive pour un monde autre que celui dans lequel on était. Parce que le monde dans lequel on était, vous savez, on était en train d'aller… vous savez, la science telle qu'on l'utilisait pour maîtriser, en fait, la science, elle sert à une chose, c'est maîtriser le monde et les risques encourus par le monde. C'est ça la science. Mais en même temps, il y a en elle les germes de sa destruction. On n'a jamais construit ou élaboré de matériel de guerre aussi sophistiqué, aussi destructeur. C'est juste incroyable. On a ce qu'il faut pour détruire le monde en un clin d'œil, et en même temps, on est en train de détruire ce qui est notre vie, c'est ce qui fait notre vie, notre environnement. Si le virus a fait ce dans quoi on est, c'est aussi à travers justement cet environnement qu'on est en train de détruire qui a porté le virus, il ne faut pas l'oublier. Donc, le monde dans lequel on était en train d'aller, il peut porter les germes de sa destruction, et peut-être que ce qu'on est en train de vivre là peut faire barrière à cette destruction. Peut-être qu'on pourra, à travers la réflexion, amener quelque chose d'autre. Sinon, c'en était fini de notre monde à plus ou moins brève échéance. Merci, docteur Thiel. Alors, vous évoquiez le système de défense. Alors, je dirais comme pour les apprentissages ou la continuité pédagogique, est-ce que les enfants sont égaux devant cette exposition à la diversité, à quelque chose comme ce qu'on vit aujourd'hui? Non, chacun est unique. Chacun est unique, il faut l'entendre. Et en fonction des âges, on ne réagit pas de la même manière. En fonction de où est-ce qu'on en est dans le développement de notre personnalité, on ne réagit pas de la même manière. Évidemment, donc si je l'évoquais hier dans les entretiens préliminaires, si on ne fait pas en sorte à ce que l'expérience que nous vivons ne soit pas une expérience positive, on leur fait prendre des risques. Donc nos enfants,
s'ils sont suffisamment bien, ils ne vont pas avoir de symptômes. S'ils sont suffisamment bien accompagnés par leur environnement, ils ne vont pas développer de symptômes. Mais si tel n'est pas le cas, s'ils sont livrés à eux-mêmes, si on leur dit prenez votre tablette et laissez-moi tranquille, là, on est mal barré, hein, c'est très mauvais. Je pense qu'il faut utiliser, je l'ai dit depuis le début du confinement, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il faut être créatif. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont sur Internet. Hein, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est bien de le voir, mais ce qu'il faut surtout, c'est être créatif. Parce que, encore une fois, chaque individu est unique et chaque famille est unique. Donc, que l'on dise, voilà, il faut faire, voilà, il faut faire, voilà, il faut faire, c'est bien beau, mais ça, on n'a pas besoin qu'on nous le dise, on le sait déjà. On le sait déjà. Ce qu'il faut, par contre, c'est que nous-mêmes, on soit suffisamment conscients de l'importance de faire de cette expérience quelque chose de positif, épuiser à l'intérieur de nous, dans nos ressources, donc pour quelque chose, pour faire, en étant créatif, de créer quelque chose de nouveau, de créer une autre dimension de la parole, de créer une autre dimension du partage, de créer quelque chose dans laquelle chose on sent que nous, que l'expérience nous fait du bien et notre progéniture aussi. Hein, je crois que mais à la condition qu'on s'y mette vraiment, hein, qu'on ne soit pas là pour calquer ce qui se fait ailleurs. Non, qu'on s'y mette, on peut faire n'importe quoi. Vous savez, on peut discuter. Moi, dernièrement, j'ai eu la possibilité de discuter avec mon fils de choses qu'il n'avait jamais entendues, hein, donc de l'histoire du pays, du fait qu'au Maroc, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens étaient dans un état juste incroyable. Et qu'une des raisons pour lesquelles les colonisateurs sont rentrés au Maroc, ils disaient que c'était parce que la santé des Marocains était en très grande faillite et qu'ils avaient donné la preuve de cela et il fallait venir cela. C'est pour ça qu'ils ont créé aussi des hôpitaux de très bonne facture, etc. etc. Donc que nos jeunes imaginent comment étaient leurs aïeux, c'est 2 générations, 3 générations avant, c'est au début des années 1900, c'était juste incroyable ce qu'était le Maroc. Mais le Maroc a beaucoup changé. Quand il a entendu ça, il s'est réveillé, il dit c'est pas possible, c'est pas vrai. On a l'impression qu'on a toujours été comme ça. Non, non, le Marocain d'aujourd'hui n'a rien à voir du Marocain d'il y a un siècle. Ce qui n'est pas le cas de l'Europe. C'est pas la même chose. À l'époque, l'Europe était déjà très, très avancée, et l'Occident en général. Et donc, nous avons gravi beaucoup d'échelons, nous avons été très rapides dans le développement, et donc, de prendre conscience de cela est intéressant. Le fait, j'ai discuté avec lui aussi du fait que, est-ce qu'on est arabe, est-ce qu'on est berbère, quelle est la part de notre arabité, quelle est la part de notre berbérité. Ça aussi, c'est quelque chose, des questions intéressantes. Et qui en parle? On n'a pas le temps d'en parler. Notre richesse, elle est non pas notre arabité, mais notre berbérité. Vous savez, et ça, on l'entend. On l'entend pas. Nos amis berbères essayent de mettre en avant cela, et ils ont raison. Vous savez, ceux qui ont fait le plus barrière à l'occupant, c'était quand même eux. Et ça, les gens n'en parlent pas. Mais c'est important vous savez, on se construit à travers notre histoire. Il y a ce qu'on appelle l'archéologie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et par rapport à l'histoire en elle-même, on peut avoir cette lecture, il faut en avoir cette lecture. Si on ne parle pas, on n'en parle pas. Si on ne parle pas de ces choses-là, on n'arrive pas à construire notre identité. C'est pour ça que nos jeunes ont du mal à avoir une identité. C'est pour ça qu'ils s'identifient beaucoup plus à ce qui se passe ailleurs. Non, nous avons notre propre identité. Notre identité, c'est notre histoire qui est très riche, qui est très, 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 très forte. Et c'est à travers cela qu'on retrouvera ce côté patriotique, cette identité qui fait de nous qu'on est tellement bien en étant marocain. Mais ça, c'est parce que ce qui devait se faire ne se fait pas. Alors peut-être que maintenant on peut le faire. Donc faisons-le simplement. Oui, alors vous me permettez justement de saluer, voilà, comme je disais tout à l'heure, que l'homme avec un grand H a cette capacité d'adaptation dans des situations de crise. Et il est vrai que nous avons tous vu avec beaucoup de fierté que le Maroc a réagi d'une manière extraordinaire par rapport à la gestion de cette crise. Donc je pense que voilà, donc pour revenir aux parents, et effectivement que le temps avec les enfants passé, il n'est plus le même. Je veux dire, on est passé d'un temps presque inexistant, d'une présence archi oppressante.
Donc, vous voyez, il y a un équilibre à trouver et c'est là où, effectivement, depuis, ça fait maintenant 2 mois, on essaie de trouver des solutions, chacun à sa manière et effectivement, on doit inventer, on doit pouvoir voir ce qui pourrait nous rendre juste heureux avec nos enfants et les aider justement dans leur continuité pédagogique à distance. C'est aussi un poids supplémentaire par rapport au télétravail, etc., des parents. Donc, vous voyez, la charge, elle est d'un seul coup est devenue immense. Oui, oui. Vous savez, je disais dernièrement que j'ai jamais autant travaillé que pendant ce confinement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et oui, il y a beaucoup de choses à faire. C'est toute une organisation et c'est comme ça. Et surtout, c'est une organisation à laquelle on n'est pas préparé, donc on découvre. Absolument. Et elle est problématique. À partir de là, elle devient extrêmement problématique. Donc, il faut, il y a une réorganisation à mettre en place et ce n'est pas simple parce qu'encore une fois, on n'a pas les outils pour le faire. Alors, si on ne le fait pas, ça devient tout ce que l'on vit devient un agent stresseur majeur. Ça devient un agent stresseur majeur et les agents stresseurs sont, comme les appelait Hans Selye, qui a travaillé beaucoup là-dessus, les agents stresseurs détruisent l'individu à petit feu, doucement. Et à force de le détruire, il peut se passer beaucoup de choses. Vous savez, vous avez parlé de capacité d'adaptation, donc c'est pour ça que j'ai fait allusion à Selye, qui a travaillé l'histoire du stress en Selye, parce que l'être humain, quand il reçoit une agression, il s'y adapte. Par exemple, quand il y a du bruit dehors, c'est l'exemple que j'aime donner, je le donne toujours parce que c'est l'exemple le plus parlant à mon sens. Quand il y a du bruit, les gens qui sont habitués, qui habitent dans l'appartement où il y a le bruit, ils font comme s'il n'y avait pas de bruit, dorment comme des loirs sans problème. Et quand il y a un invité, il ne dort pas parce qu'il y a du bruit. Alors, est-ce que ça veut dire que celui qui dort n'est pas agressé par le bruit? Non, il est agressé par le bruit de la même façon que l'autre, sauf que ses capacités d'adaptation ont fait qu'il fait comme s'il n'existait pas. Sauf que ce bruit, il l'agresse, et s'il l'agresse, il va le détruire à petit feu. Et au bout d'un certain temps, il va commencer à développer des symptômes qui sont ce que je citais tout à l'heure, hein, de l'insomnie, des troubles psychosomatiques, etc. Et s'il ne fait rien, ce sont des signaux d'alarme, tout ça. Vous savez, des symptômes, ce sont des signaux d'alarme. Et quand il n'en tient pas compte, s'il n'en tient pas compte, on va commencer à rentrer dans des problèmes relativement graves, de grosses dépressions, parfois même il pourra faire des délires. En tout cas, ça pourra prendre des proportions alarmantes. Donc, faisons en sorte à ce qu'on réduise au mieux que faire se peut le stress. Et là, c'est un petit peu comme ce que l'on appelait ce qu'on appelle encore la gestion du stress en entreprise. La gestion du stress, c'est quoi? La gestion du stress, c'est une organisation et des discussions et de la relaxation. C'est 3 points. Pour en avoir fait pendant un certain nombre d'années, c'est la gestion du temps, c'est la réorganisation du travail, en particulier à travers les différents niveaux de responsabilité, quels sont les liens qu'il y a entre le premier, le deuxième et le troisième, etc. Et la mise en place de séances de relaxation, de méditation, de tout ce qu'on veut, de sophrologie. Si on arrive à faire ça, on a gagné la partie au niveau de l'entreprise. Mais c'est pareil au niveau de chez soi. C'est pareil, c'est pour ça que la gestion du temps est importante. La gestion du temps avec l'adolescent, la gestion du temps avec les enfants, la gestion du temps avec les parents quand ils sont chez nous, la gestion du temps avec le conjoint, c'est-à-dire manager ou mettre en place un emploi du temps structuré dans lequel que nous mettons en place pour les enfants et que l'adolescent, lui, met en place et qu'il partage avec l'adulte, pas la même chose. Donc, nous ne pouvons pas imposer un emploi du temps à notre adolescent, il faut que ce soit le sien. Nos enfants, nous pouvons leur imposer un emploi du temps. Et dans cet emploi du temps, il est important de mettre en place des espaces de temps, des espaces qui sont consacrés aux études, des espaces consacrés aux loisirs, des espaces consacrés à ne rien faire. Moi, je le dis toujours aux parents quand j'en ai l'occasion, donnez la possibilité à vos gosses de s'ennuyer. C'est quand on s'ennuie qu'on développe notre créativité. Ce n'est pas quand on est pris devant notre écran qui est un véritable désastre dans ces cas-là. Et il y a aussi une gestion des espaces, même si on n'est pas, si c'est pas très grand chez nous,
il faut qu'il y ait un espace consacré à ça, un autre espace consacré à autre chose. Et c'est comme ça que les choses peuvent être, disons, organisées pour réduire l'impact stresseur sur les personnes. C'est ainsi que nous aurons la possibilité de réduire cet impact et que nous pourrons dépasser ce moment de confinement avec le moins de dégâts. C'est possible, il suffit d'y mettre du sien et d'être créatif et c'est devient tout à fait envisageable. Merci à toi, docteur. Excusez-moi, s'il vous plaît, parce que Madame Hayat, je crois qu'on a un certain nombre de questions Oui, et je sais que j'ai vu. docteur, vous avez vu. Donc, Oui. voilà, donc c'est juste, Alors, je vous laisse la parole. Oui, absolument. Merci. Vous voulez que je les lise, les questions? On avait convenu que vous alliez faire une petite synthèse, que la personne qui allait faire une petite synthèse. Absolument. J'essaie de filtrer. Déjà, il y a des questions qui se répètent. Donc, on va déjà parler d'un. Voilà, c'est pour ça que c'est mieux que ce soit. En fait, j'ai des questions comme voilà, c'est moi qui déprime, comment ne pas passer ma déprime à mon fils, ou alors par rapport aux résultats, enfin, je veux dire, au bac. Est-ce que mon bac aura la même valeur? Est-ce que dans 10 ans, on va me dire, ah ben oui, mais toi, tu as eu le bac l'année du corona? Enfin, je veux dire, voilà. Donc, est-ce que ce sont des. Vous voyez, c'est des passeports avec lesquels on part dans la vie et est-ce que ça peut avoir un impact? Voilà. Donc, c'est un peu le. Donc, il y a d'autres questions. Je peux vous lire le. Voilà, il y a une question que j'ai vue. En attendant, Madame Hayat, il y a un monsieur qui dit mais est-ce que le confinement il nuit au processus de la maturité du cerveau de nos adolescents et rend encore plus complexe un tissu psychologique et par conséquent, quelles sont les répercussions psychologiques dues au confinement et quelle influence sur le comportement, sur la personnalité de nos adolescents? Bien sûr, merci beaucoup, Dr Thiel. Oui, non, alors, tout de suite, la seule chose qui peut empêcher, la maturation des zones du cerveau, c'est la drogue. Hein. Donc, c'est uniquement la drogue, en particulier le cannabis. Mais le reste, ça se fait par la force des choses sans du tout de problème, sans du tout de difficulté. Donc, vous inquiétez pas pour ça, le problème ne se pose pas. Donc, à côté de cela, l'autre question, c'est qu'est-ce qui fait que donc comment est-ce qu'on peut, disons, envisager l'avenir, c'est ça? On peut, attendez. Oui, les répercussions, oui, justement. Voilà, les répercussions. Oh non, les répercussions, on en a parlé. Les répercussions, j'en ai parlé quand j'ai parlé d'agression. À partir du moment où on est agressé par une situation, il va y avoir des aménagements qui sont opérés. C'est pareil pour tout. Quand l'agression est ponctuelle, en général, ça ne pose pas trop de problèmes. Le problème se pose quand on est obligé de nous adapter. Cette fameuse résilience, n'est-ce pas? Cette résilience, elle consiste en fait à trouver en nous les possibilités de composer avec la situation. Hein. Donc, alors, notre personnalité, elle est capable de s'adapter. Nous sommes capables de nous adapter à tout. Hein. Il faut l'entendre. Le problème, c'est à quel prix? À quel prix? Et c'est là où réside la difficulté. Alors, le prix à payer, c'est quoi le prix à payer? Ce sont les symptômes. Quand on fait en sorte à ce que l'expérience, je le disais tout à l'heure, ne soit pas hautement source de stress, quand elle est le cas, en général, on passe ce cap du confinement dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Donc, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure et il ne faut pas rentrer, je le disais tout à l'heure, il ne faut pas rentrer dans les conflits, il ne faut pas rentrer dans la guerre, il faut être dans le partage, il faut établir du lien et avoir une vie de famille, somme toute, disons, pas trop destructrice. Alors, il est évident qu'il faut trouver les justes mesures, on y a fait allusion tout à l'heure. Alors, où se situe la juste mesure entre une proximité, n'est-ce pas, extrême ou un éloignement, on est les uns sur les autres? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une réorganisation du temps et une réorganisation des espaces. Et les deux parents sont responsables. Ce n'est ni la mère ni le père. Les deux parents sont responsables. Et pour éviter les risques sur la personnalité, il faut simplement mettre en place ce qu'il faut. Parce que la souffrance en elle-même n'est pas problématique à partir du moment où elle est accompagnée par
par la magie de la parole, tout simplement par la magie de la parole. La parole est magique, la parole, elle fait la guerre, la parole, elle fait la paix, la parole, elle fait la haine, la parole, elle fait l'amour. Donc, donnons-lui la possibilité d'exister. Donc, arrêtons de rester devant nos écrans et à ne pas se parler. Parlons, et quand on parle, pardonnez-moi de le dire, ce qui est important, c'est pas de parler de choses intéressantes. Il faut parler de ce qui n'est pas intéressant. Il faut parler de tout et de rien, simplement entretenir la communication. On peut sortir des sujets, mais ça devient de la réflexion. Il faut parler de ce qui vient. Donc, c'est parce que les gens vous disent, non, moi, qu'est-ce que je vais raconter? Il n'y a rien à dire. Non, il y a toujours à dire. Il y a toujours à dire parce qu'on est différent. Parce que chacun a, je le disais tout à l'heure, a cette vision du monde qui lui appartient. Il est unique. Chacun est unique. Donc, chacun a une manière d'appréhender le réel qui lui appartient. Donc, une manière de critiquer le discours de l'autre qui lui appartient. Donc, on a toujours des choses à dire à la condition qu'on se l'autorise. Et il faut se l'autoriser maintenant plus qu'avant. Bien. Encore. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur des enfants de bas âge, 8 ans, 9 ans, et les parents, ils se posent un petit peu la question de voir leurs enfants justement trop collés à eux. C'est-à-dire en cette période de confinement, il y a des enfants de bas âge qui se collent énormément aux parents et quelle attitude doivent adopter justement par rapport à ce comportement justement qui est inédit. Plus, je vais vous dire, c'est simple, hein, même pas besoin d'être psy pour le savoir. Vous savez, quand les enfants sont jeunes, en bas âge, plus ils sont en bas âge, plus ils ont besoin de nous. Hein, ils ont besoin de l'affection et de sécurité. Vous savez, les aliments les plus importants pour un gosse, c'est quoi? C'est l'amour et la sécurité. Il faut l'amour et la sécurité pour lui donner la possibilité de laisser grandir sa psyché et son corps aussi dans de bonnes conditions. Hein, et donc si, dans ces moments-là, l'enfant est en détresse. Alors, il est d'autant plus en détresse souvent qu'on ne lui dit pas grand-chose sur ce qui se passe. Et ça, c'est une erreur. Souvent, vous savez, même les gens intellectuels, les gens qui ont des choses à dire, ils n'en parlent pas. Ils ont l'impression que ça coule de source. Hein. Oui, mais nos enfants ne savent pas ce qui se passe. Nos enfants ne savent pas que ce qu'il a. Vous savez, rien qu'une chose, simplement quand on leur dit, écoute, tu n'es pas le seul dans cette situation, tu as tous tes cousins et tes cousines, et dans le monde entier, c'est comme ça que ça se passe, ils tombent des nues. Ils ne pensaient pas que ça se passait comme ça, ils pensaient que c'était eux. Alors, et le grand problème des enfants, vous savez, quand ils ne savent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'une situation? Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas la penser, la situation, ben, ils l'imaginent et ils fantasment. Ils fantasment sur quoi? Sur n'importe quoi. Et c'est là où se posent des problèmes. Ils vont commencer à se dire des choses, à se dire, si ça se passe comme ça, il se peut que. Ils n'ont pas forcément conscience de cela, mais ce sont des liens qui s'opèrent automatiquement et naturellement à l'intérieur de leur psyché, et ils vont commencer à avoir une idée sur cela. Si c'est comme ça, c'est parce que, sans en avoir conscience. Mais l'impact de c'est parce que, il est là. Et c'est tout le problème dans lequel sont les enfants. C'est pour ça que c'est important d'être à leur écoute, de leur demander, de leur poser des questions gentiment. Ce n'est pas des interrogatoires, c'est simplement essayer de les amener à parler de la manière avec laquelle ils appréhendent la situation dans laquelle on est. Et s'ils veulent être dans une proximité, il faut qu'ils soient dans une proximité. Et s'ils voient plus que d'habitude, s'ils ont plus que d'habitude tendance à aller sur leur tablette, laissons-les aller vers leur tablette. On est dans une situation d'exception. J'ai eu l'occasion dernièrement dans une émission de télé de dire, les gens n'arrivaient pas à comprendre, mais je disais que dans cette situation-là, autant il y avait cette fameuse règle des 3, 6, 9, 12 par rapport à l'utilisation des écrans, autant elle est vraie en temps normal, autant là, elle n'est pas vraie du tout. Hein, même si je suis toujours contre l'utilisation de la télé avant 3 ans, simplement pour avoir un repère avant la fin de la 3e année. Donc, autant je suis toujours pour ça, mais le reste, je crois qu'il faut lâcher du lest. Hein, je le disais tout à l'heure, lâchons du lest. S'ils veulent être auprès de nous, gardons-les auprès de nous, ce n'est pas grave. Bien évidemment, il ne faut pas qu'ils dorment à côté de nous, hein, sinon ils prennent une place qui n'est pas la leur. Hein, la nuit, la place de la femme, elle est auprès de son mari, la place du mari, il est auprès de sa femme, et ça, c'est indiscutable. Mais le reste, donnons-leur beaucoup d'amour, ils en ont besoin parce qu'ils sont agressés. S'ils sont agressés, ils sont mal, donc ils ont besoin de l'amour et de la sécurité des parents.
What else? Vous avez une question, Madame Mounia, apparemment? Oui, oui, oui. Voilà. En tout cas, je peux? Alors, je voudrais d'abord remercier le docteur Thiel, vous remercier vous tous pour l'organisation de cette conférence. Moi, mon inquiétude vient du fait que avant le confinement, déjà, les enfants n'étaient pas très sociables. Vous savez, ils étaient super connectés. Bon, les enfants, en majorité, c'était la majorité, ils communiquaient à travers des réseaux sociaux, à travers des jeux, etc. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'après-confinement. Quand je vois la photo ça m'a choqué, la photo des enfants dans une cour d'école en France avec un traçage au sol où on a perdu ce contact humain. Moi, l'après-confinement m'inquiète du fait que déjà que les enfants n'étaient pas très, très sociables et très connectés physiquement. Là, est-ce que le fait voilà, d'avoir peur de la contamination, de la contagion, etc., qu'on puisse, voilà, que cet individualisme devienne une normalité. Comment apprivoiser cette peur pour qu'on puisse retrouver nos habitudes en tant que méditerranéens, nos habitudes de contact, nos habitudes de sociabilité, voilà, de contact avec l'autre. Mais merci. Oui, merci pour votre question. J'appelle simplement votre attention sur ce qu'on a tous vu à la télé le jour du confinement. Vous avez vu comment ça s'est passé? Donc l'histoire de la peur, c'est dans nos têtes, nous adultes. Hein, c'est dans nos têtes, nous adultes. C'est pour ça que j'ai pris la peau du jeune adolescent. La peur, c'est nous. Les adolescents, ils s'en contrefichent. Hein, pardonnez-moi le mot. Pardonnez-moi la vulgarité du mot, mais bon, c'est pour me remettre dans la peau du jeune adolescent. C'est pas leur problème. Donc, encore une fois, la peur, le problème, il se pose à nous, adultes. Alors, ce qui est intéressant, par contre, et c'est sur quoi vous avez mis l'accent, c'est sur l'histoire des réseaux sociaux et tout cela. Vous savez, moi, j'ai plus l'impression que ce qui s'est passé actuellement a montré justement à quel point l'histoire des réseaux sociaux et la communication via le net ne remplace et ne remplacera jamais, jamais la relation humaine. C'est la relation à l'autre est quelque chose qui transcende tout le reste. Donc, nous avons besoin de sentir, nous avons besoin de percevoir directement l'autre. Nous avons besoin de vibrer en phase avec l'autre. Vous savez, dernièrement, il y a eu des études qui ont été faites dans le cadre de travaux sur les neurosciences qui ont montré que quand vous êtes en face de quelqu'un et que vous communiquez, vous êtes bien avec lui, vous êtes en phase, il y a des ondes qui vibrent en phase. On a mesuré les ondes de l'autre, des deux protagonistes, et on s'est rendu compte à quel point les ondes des deux personnes étaient pratiquement identiques. Alors que ce n'est pas le cas quand on est derrière un écran. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que quand on fait des séances de psychothérapie ou de psychanalyse, on ne sait rien, que derrière un écran, enfin, de mon expérience à moi, ça n'a rien à voir. Il y a quelque chose que ne peut pas remplacer la machine. C'est impossible. Et c'est pour ça que les enfants, ils ont envie de fuir, hein, ils ont envie de dégager pour aller voir leurs potes à côté, pour aller discuter de tout et de rien, n'est-ce pas, encore et toujours. Et justement, on se rend compte à quel point on a besoin de cette autre. Donc les enfants, ils vont aller vers les autres. Ne vous inquiétez pas pour ça, à la condition que nous ne mettions pas trop de barrières, parce que nos craintes ne les empêchent pas d'être eux-mêmes, de vivre l'expérience qu'ils ont envie de vivre. Alors l'individualisme, moi je crois qu'on a la possibilité actuellement de vivre. L'individualisme, c'est ce dans quoi on était. Mais c'est ce dans quoi on était. La société qui a été construite par les grands penseurs, n'est-ce pas, de ce fameux Mont Pèlerin, elle était basée sur l'individualisme. Le pognon, l'individualisme et la science à la place de la spiritualité. Voilà, c'est les trois piliers, hein, qui étaient les piliers fondamentaux. L'individu, l'argent et la science à la place de la spiritualité. Et donc, c'est quand même fou, hein, que ces choses-là, si elles continuent, c'est là où on se demandait où est-ce qu'on va, où va-t-on avec ces choses-là. Et là, pour le coup, on a la possibilité de remettre en question tout cela. Nous avons une grande opportunité, et elle ne se représentera pas de sitôt, c'est de remettre en question tout cela, de rétablir le lien. Non, l'individualisme, non à cet individu, gardons nos liens. Non au Dieu argent. L'argent, c'est bien, mais l'argent, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Rien du tout. Là, maintenant, on va le dépenser dans quoi? On n'a même pas un resto où aller manger.
Donc rien du tout. Quand on met de l'argent dans la poche, on ne dépense même plus. Donc, sauf si on est suffisamment au clair avec nous-mêmes et qu'on distribue des billets à droite et à gauche. Donc il y a une remise en question des fondamentaux de la vie dans laquelle on était et on a la possibilité d'aller dans notre sens à la condition qu'on continue à réfléchir, de donner sa place à la pensée et de donner la possibilité à ce que nos schémas représentationnels soient modifiés. Si on attend, ça ne se fera plus, on aura raté l'opportunité non pas du siècle, mais de la vie tout entière du monde dans lequel nous vivons. Voilà. Oui, monsieur Alaoui. Oui, allez-y. Bon, oui, alors merci docteur, parce que je resterai dans la continuité de ce que vous venez de dire et pour la simple raison, je le dis bien, que la crise va passer, mais si on n'apprend rien de cette crise pour s'adapter au nouveau monde, c'est qu'on a laissé passer toute une occasion opportune pour ce siècle. C'est dans ce sens-là, si je peux me permettre, c'est dans ce sens-là où nos enfants étaient en rupture de l'école de 6 mois, de mars jusqu'à jusqu'au septembre, et en quelque sorte, ils ont perdu les repères. En dehors d'un conseil qui est lié à l'apprentissage, quelles sont vos pistes pour que notre reprise se passe dans les meilleures conditions et que nos enfants retrouvent leur environnement normal? C'est en continuité par rapport à la question de tout à l'heure. C'est-à-dire, quels sont ces éléments qui vont aider à ce qu'on ne mette pas cette angoisse et ce stress, et non pas dans les apprentissages, non pas pour la mise à niveau, mais surtout pour que nos enfants retrouvent les vraies valeurs de l'école. Et dans le sens-là, vous l'avez dit tout à l'heure, l'école, c'est le futur, mais il est du devoir de l'école aussi d'atténuer cette incertitude de ce futur. Oui, dans ma tendre enfance, n'est-ce pas, j'étais à l'école Renan, et à l'époque, à l'école Ernest Renan, et à l'époque, on avait des cours, qui étaient des cours de morale, hein, vous avez peut-être connu ça, mais à l'époque, c'était des moments, je dirais, extrêmement intéressants, parce qu'on racontait des histoires qui avaient du sens, qui nous permettaient d'inscrire à cette époque un certain nombre de références par rapport à ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Hein. Qui enseigne ces choses-là? Qui enseigne ces choses-là? Même les parents ne le font pas. Alors bon, les adolescents, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Les jeunes enfants, eh bien, ils construisent ce qu'ils peuvent au niveau de leur schéma représentationnel. Et c'est bien dommage parce que la vie, elle passe par justement ces référentiels moraux, hein, et c'est quelque chose d'essentiel. Mais encore une fois, qui va leur apprendre? Quel est l'impact de cela sur la reprise? La reprise, je vais m'inscrire là aussi dans une continuité par rapport à mon discours et au vôtre, c'est là, oui. Parce que l'école, si l'école c'est comme l'entreprise, si l'école ne va pas prendre en compte cette situation pour peut-être mettre en place des outils différents de gestion des enfants dont ils ont la charge, que l'école soit un lieu non pas simplement où on fait rentrer un certain nombre d'éléments dans notre tête, une école d'apprentissage. Si l'école devient un pôle de réflexion, de pensée, et dans laquelle tout le monde s'y met, je pense que là, on permettra à ce que quelque chose d'autre se mette en place. Ce qui est important, c'est que de permettre à ce que quelque chose, c'est ça le message le plus important que j'aimerais faire passer, c'est que autre chose advienne. On a la possibilité à ce que autre chose advienne, et ça, on a parlé tout à l'heure, Madame Nassif en a parlé, de créativité. Il faut que l'école fasse preuve de créativité. Mais c'est quoi la créativité? C'est mettre en place des outils différents. Donnons sa place à la pensée. Je le dis à chaque fois que je le peux. Donnons la place à la pensée. Faisons confiance à nos jeunes. J'avais donné une conférence dans d'autres établissements, et j'ai été, je vous assure, extraordinairement surpris par la pertinence des questions. J'avais l'impression de parler à des étudiants en philo. Hein, et je n'exagère pas, je vous assure. Et c'est pour ça que je dis, donnez à nos enfants la possibilité de nous étonner, de nous surprendre.
On ne veut pas, nous ne détournons pas le savoir. Je vous assure que ce que j'apprends d'un jeune est plus enrichissant, en tout cas pour moi, que ce que j'apprends de beaucoup d'adultes. Donnons-leur la possibilité de nous surprendre, nous étonner. Simplement, si on a inscrit ce message à l'intérieur de nous, on pourra faire de cette expérience quelque chose non pas simplement d'instructif, mais de salutaire. Vraiment. Bon, voilà, pour répondre à votre question. Bien. Alors, aussi, il y a une question, docteur Thiel. Comment détecter chez l'enfant, dans la période post-critique, d'éventuels symptômes de syndrome post-traumatique? Surtout, vous avez déjà parlé de ça un petit peu. Quels seraient les signes d'alarme qui obligent à une consultation d'un expert, en l'occurrence? Les signes d'alarme, ce sont ceux que j'ai cités tout à l'heure. Hein. Vous savez, chez les enfants, chez les adolescents, les symptômes ne sont pas forcément les symptômes que l'on voit chez l'adulte, hein, n'est-ce pas? Vous savez, sans rentrer dans les détails, parce que sinon on va commencer à chercher la petite bête là où elle n'est pas. C'est quand on a un enfant qui fonctionne, on le connaît. S'il manifeste des choses différentes, ça doit nous mettre la puce à l'oreille, tout simplement. C'est tout bête, c'est tout simple. S'il manifeste des choses différentes, s'il commence à avoir des cauchemars, s'il a des troubles du sommeil, un enfant qui vient voir sa mère pratiquement tous les jours, toutes les nuits, il se réveille à 2 heures du matin, il va la voir, on ne peut pas passer outre tout cela. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'il faut aller, je suis un chantre de la non-psychologisation de nos enfants, et je défends ça depuis des lustres maintenant. Donc il faut faire en sorte à ce que on puisse entendre le mal-être de nos gosses. Encore une fois, la magie de la parole est là. Si je donne la possibilité à mon enfant de parler de ce qu'il vit, de ce qu'il indispose, peut-être d'attirer son attention. Est-ce que ce n'est pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas parce que? Est-ce que c'est pas parce que? Il y a des choses qui peuvent se détendre à l'intérieur de lui. Et c'est un moment, nos enfants, vous savez, il ne faut pas croire que l'enfance, c'est un moment, n'est-ce pas, de joie, de plaisir, d'insouciance. Non, l'enfance, c'est un moment difficile de notre vie dans lequel on se construit, et on se construit à travers des crises, à travers des moments qui nous dépassent, mais que l'on dépasse, moments qui nous dépassent, mais qu'on arrive à dépasser. Et c'est cette capacité que nous avons à dépasser ces moments qui construisent l'assise sur laquelle va se mettre en place notre personnalité. Et donc, quand on sent des petites choses qui sont différentes, il faut être à l'écoute, il faut donner du temps, il faut se rapprocher. C'est la réponse de tout à l'heure. Rapprochez-vous de vos enfants, laissez-les se rapprocher de vous en ces moments difficiles. Quand notre enfant en bas âge n'est pas bien, je le prends avec moi. Si je dois rester avec lui pendant quelques heures de plus, je reste avec lui. Il faut l'aider à dépasser ce moment difficile. Alors, l'erreur, si je peux me permettre, elle est à chaque fois, dès qu'il y a un truc, je vais voir le psychologue. Non. Pendant des années, j'avais fait le choix de voir très peu les enfants. À l'époque, il n'y avait pas de pédopsychiatre, encore une fois. J'avais fait le choix de d'abord voir les parents. Et chemin faisant, j'avais commencé à voir pratiquement que les parents. Et parce que j'ai vu à quel point l'accompagnement des parents pouvait réduire et même éliminer complètement les symptômes développés par les enfants. Parce que les parents, ils ont besoin aussi des fois d'être soutenus. Ils ont besoin de reprendre leur place. Et leur place, elle est importante, et leur place ne peut pas être prise par le psychologue. D'accord ? C'est quand ils n'y arrivent pas que les choses commencent à s'éterniser, que ça prend du temps, qu'il ne faut pas hésiter à demander l'avis du psychologue. Et là aussi, le psychologue, souvent, il dédramatise une situation très vite, et à travers la fameuse magie de la parole, on aura entendu celle-là aujourd'hui, il pourra faire en sorte à ce que ce moment qui était en train de le détruire de l'intérieur, parce qu'il n'arrivait pas à le maîtriser, ce moment peut devenir un moment de construction pour cet enfant, parce qu'il va le dépasser. Et tout dépassement, vous savez, quand on dépasse une situation problème, des choses se remettent en place, dans notre fichier, les choses se remettent en place, et un autre équilibre se met en place, et c'est sur cet autre équilibre que va se construire le reste, et jusqu'au moment où il y aura une autre crise, et jusqu'à l'adolescence, etc. D'accord. Voilà. Docteur Thiel, on va abuser un petit peu de votre gentillesse parce qu'il y a énormément de questions. J'essaie de filtrer tant bien que mal. Il y a une question c'est une maman qui se demande justement par rapport aux jeux vidéo. Parce que, vous savez, les adolescents maintenant, en période de confinement, surtout ils assimilent cette période où ils ne sont pas en classe, ils assimilent cette période comme c'est des vacances.
Les parents, des fois, ils autorisent les enfants juste en période de vacances, surtout de longues vacances d'été, à utiliser les jeux vidéo en général. Et maintenant, la maman, elle se dit, est-ce qu'elle doit assimiler cette période comme une période de vacances ou c'est un peu différent, il faut faire la part des choses. Justement, essayer de dire aux enfants, c'est des adolescents en général, de ne pas utiliser ce genre de jeu et de laisser peut-être les choses jusqu'à réellement les vacances, comme d'habitude. Oui. Oui, voilà. Là, ma question, la réponse, elle est simple, elle est claire. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de l'histoire du 369 qui ne peut pas être utilisé actuellement. Je pense que tout le monde sait ce que c'est 369. 3 ans, c'est après 3 ans, on commence à donner l'autorisation de la télé. C'est après 6 ans, on donne la possibilité de jouer aux jeux vidéo. Après 9 ans, c'est Internet. Et 12 ans, c'est les réseaux sociaux. 3, 6, 9, 12. Donc, d'accord. Je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est intéressant d'avoir ces repères, plutôt que de ne rien avoir du tout. Ces repères, ils sont importants par rapport au temps normal, en temps normal. Mais maintenant, non, ces repères ne peuvent pas tenir. Donc, encore une fois. Sauf pour la télé, parce que ça, c'est aussi une attitude très personnelle. Je refuse à ce que les enfants qui n'ont pas commencé leur 4e année se mettent devant la télévision. Je considère que ça détruit beaucoup de choses à l'intérieur d'eux. Donc, pour répondre à la question de madame, je pense que tout est histoire. Vous savez, on ne peut pas faire sans, aussi bien les jeux vidéo en particulier. Internet fait partie de notre vie, donc il ne faut pas rêver, on ne pourra pas l'enlever. Au contraire, c'est quelque chose qui nous facilite la vie et de quelle manière. Donc, pour partir de ce principe, l'Internet, 2.0, bientôt 3.0, donc on est rentré dans un monde qui est ce qu'il est. Il faut prendre ce qui est bien dans cet outil. Il faut apprendre à nos enfants, c'est la responsabilité parentale d'utiliser cela. Alors, est-ce qu'on les laisse, est-ce qu'on s'en débarrasse du fait qu'ils nous embêtent en les laissant utiliser les jeux vidéo? Non. C'est toute une histoire d'organisation et d'accompagnement. On peut laisser ce qu'on veut, mais à condition d'être dans l'accompagnement par rapport justement au recours à l'utilisation du jeu vidéo. Si on leur donne, est-ce qu'il faut les laisser les faire comme ils souhaitent? Non, ce ne sont pas des vacances. Les vacances, ce sont les vacances. Quand ce n'est pas les vacances, ce ne sont pas les vacances. Les moments où il peut jouer à la play dans la journée, il faut qu'il joue à la play. Les autres moments, il ne faut pas qu'il joue à la play. Je le disais, j'ai beaucoup insisté sur l'histoire de l'organisation du temps et des espaces. Le temps et les espaces. Il y a un temps. Donc l'adolescent, quand c'est l'enfant, c'est nous qui organisons son temps. Quand c'est l'adolescent, c'est lui qui organise son temps avec notre aval. Et on décide ensemble du temps imparti au jeu. Ça peut être du temps plus que d'habitude, je veux bien, mais qu'il soit livré à lui-même, c'est lui qui fait. Non, si ça ne s'organise pas, là on retombe dans l'histoire des agents stresseurs. Là, on va être dans des agents stresseurs pour tout le monde. Si moi, l'adolescent, je suis en train de jouer pendant des heures alors que et je ne vais pas visionner mes cours, qu'est-ce qui se passe? Maman, elle va être très en colère, elle ne va pas être bien. Elle ne peut pas me toucher parce que dès qu'elle me touche, je hausse le ton et elle dit bon, laisse-le tranquille. Qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas être bien et le papa non plus. Donc déjà, eux, ils vont commencer à se chamailler. Donc on se retrouve. N'oubliez pas que la famille est un système en équilibre. La famille est un système dans lequel chaque personne contribue à l'équilibre général. Et le but du jeu dans la famille, c'est que l'équilibre de la famille tout entier, il soit stable, il soit maintenu pour que tout le monde trouve son compte et tout le monde puisse se développer dedans et que les enfants puissent se développer dans de bonnes conditions. Quand il y a une personne qui dysfonctionne, c'est tout le système qui dysfonctionne. C'est tout le système qui dysfonctionne. Donc, que mon enfant se donne la possibilité de faire n'importe quoi à mes yeux et disturbant tout le monde, tous les autres, non, ce n'est pas possible. Donc, organisons-leur le temps. Ils ont l'habitude d'avoir la télé ou leur jeu une demi-heure par jour. Et ils vont peut-être l'avoir 1 heure ou 1 heure et demie par jour. Oui, il faut lâcher du lest. N'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, il faut lâcher du lest, mais ne pas fonctionner sans cadre. Le cadre est important. Nos enfants ont besoin d'être cadrés. Même nos adolescents, ils ont besoin. On a parlé de limites. On peut élargir les limites, mais il y a des limites qui ne peuvent pas être dépassées. Donc, posons le cadre, et c'est un cadre sécurisant. Et encore une fois, la sécurité est un élément majeur
qui peut permettre le développement de la personnalité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Est-ce qu'un pays sans sécurité peut se développer? Non. À l'échelle de l'individu, c'est la même chose. Voilà. Est-ce que le fait de priver les terminales de l'expérience du bac ne risque-t-il pas de les amputer d'un rite essentiel pour leur passage à la vie adulte? Et comment remplacer justement? Parce que cette année, c'est assez exceptionnel justement. Oui. Je vous parle de ma conviction. Ma conviction, elle est que non, hein, parce qu'il y a une situation d'exception. À situation d'exception, réponse d'exception. Hein, donc, la situation d'exception, réponse d'exception. Est-ce que ça va constituer un traumatisme pour eux? Bon, entre nous, mais il ne faut pas le dire, ça va peut-être même être le contraire, hein, donc, parce que ça va leur éviter de se confronter à quelque chose, disons, qu'ils appréhendent beaucoup. Donc, je penserais plutôt le contraire. Et je vais vous dire, encore une fois, de vous à moi, de toutes les manières, ils vont se retrouver à l'université. Et à l'université, ils vont être confrontés à des situations, hein, à des examens. Et donc, l'expérience de la confrontation aux examens à large échelle avec des concours, donc ça va venir. Est-ce que ça va constituer un traumatisme? Je pense que non, au contraire. Un cas assez particulier d'une jeune fille de 11 ans. Les parents, ils ont déclaré une dépression 2 semaines immédiatement après le confinement. Et ces maux de cette jeune fille se traduisent par des douleurs diffuses au niveau du ventre, du dos, céphalée. Très fréquent. Des défis. Très fréquent. Oui, continuez, je vous en prie. Mais c'est la manière avec laquelle les enfants, la manière avec laquelle s'exprime la souffrance psychologique de l'enfant, elle est surtout par le corps. Hein, donc, c'est pour ça que je disais, il faut faire attention à tous les symptômes. Et là, vous permettez d'insister là-dessus et je vous en remercie infiniment. Je crois que les symptômes psychologiques sont une chose, les symptômes physiques sont autre chose, sauf que les deux, c'est la même chose en la matière, en particulier avec les enfants. Donc, il faut l'avoir en tête. Si on le sait, on a tout compris. Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute du langage de l'enfant. Et le langage n'est pas simplement dans le verbe. Le langage, il est aussi dans ce qu'il exprime dans son corps. Donc, s'il y a des choses qui dysfonctionnent, il est bien évident qu'il faut chercher une organicité. Mais s'il n'y a pas d'organicité, souvent, les maladies comme ça psychologiques s'expriment à travers le corps de l'enfant, à travers en particulier les troubles gastro-intestinaux. C'est quelque chose de relativement fréquent. Enfin, la manière avec laquelle s'exprime le trouble est relativement fréquente. Une dernière question et puis on clôture, docteur, s'il vous plaît. Donc, c'est une fille qui passe par des moments difficiles et surtout en cette période de confinement et ne veut pas rester à la maison sous prétexte qu'elle se sent prisonnière. Elle n'arrête pas de dire que si son père était toujours en vie, parce que bon, elle est orpheline, son père est décédé quand elle était toute petite, sa vie aurait probablement été autrement. Donc, elle comprend que le confinement, mais vu que son cerveau n'arrête pas de tourner, de réfléchir, elle n'arrête pas de dire qu'elle fait des cauchemars chaque soir. Donc, dois-je l'accompagner à une consultation, en l'occurrence chez vous? Oui, là c'est un bel exemple de tout ce que j'ai dit. Hein. C'est un bel exemple de tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est une fille qui est en souffrance manifestement parce que, bien évidemment, elle a parlé de son papa qui n'est plus là, c'est pas simple, c'est une grosse souffrance et surtout qu'elle commence à cogiter, à réfléchir beaucoup, à penser beaucoup en étant en rupture avec un avant, ça veut dire qu'elle est devenue comme ça et là on est manifestement dans quelque chose de l'ordre de l'effraction psychologique, donc elle n'arrive plus à maîtriser et quand on n'arrive plus elle n'arrive plus à se défendre suffisamment et donc elle commence à développer des symptômes. Et là, c'est certainement une jeune adolescente parce que souvent, donc ça se passe au niveau psychologique. C'est qu'elle exprime là, c'est de l'anxiété. Le fait de beaucoup réfléchir, de beaucoup penser, ça veut dire qu'on est pris dans des pensées dont on ne veut pas, qu'on ne veut pas avoir, mais qui s'imposent à nous. C'est l'expression du mal-être psychologique. Là, je veux dire, c'est une très bonne indication. Si ça ne part pas, encore une fois, je m'inscris dans le faux par rapport au fait d'appeler rapidement, d'appeler à l'aide un psy. Par contre, quand ça commence à durer et qu'on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, rapidement, bon, il faut demander l'aide d'un spécialiste. Souvent, encore une fois, le fait de parler permet d'enlever, de réduire et même d'éliminer complètement les symptômes que présentent les gens, parce que ça permet, vous savez, encore la dernière fois que je le dis aujourd'hui, hein, la magie de la parole, elle permet
à ce qu'un autre équilibre se mette en place au niveau de la psyché. Un autre équilibre, je vous parlais d'équilibre familial, l'homéostasie familiale, on a parlé de l'équilibre psychologique de l'individu, on fonctionne en équilibre. Donc il faut donner la possibilité à ce qui se rééquilibrage, parce qu'à un moment donné, quand il lâche cet équilibre, bon, il va y avoir des symptômes qui apparaissent, et là, on est là manifestement dedans. Une des manières, justement, d'opérer ce réajustement, ce schlack qui doit se mettre en place pour retrouver un équilibre meilleur, donc je vais vous dire pourquoi je dis ça, c'est d'avoir recours à la magie de la parole. Et pourquoi j'ai dit équilibre meilleur? Parce que quand les gens ne sont pas bien, souvent ils vous disent, j'en ai l'expérience, ils me disent, docteur, moi j'aimerais bien retrouver mon état d'avant. Vous savez quelle est ma réponse? J'espère que non, madame ou monsieur. Et les gens sont surpris de ma réponse. Je leur dis, parce que ce que j'espère, c'est que vous serez mieux qu'avant, parce que c'est ça qu'il faut viser, et non pas de redevenir comme avant, parce qu'on avance. Et le fait de vivre une expérience psychologique difficile est toujours quelque chose d'enrichissant quand on en fait ce qu'il faut, parce que ça nous permet d'avoir une autre manière de se vivre soi-même, de vivre ce qui nous entoure, et ça peut enrichir de manière très, très considérable notre vie. Donc, faisons en sorte à ce que les expériences de notre vie, celles que nous sommes en train de vivre, et même les autres, constituent quelque chose sur quoi on peut construire un avenir meilleur pour nous et nos enfants. Ce serait peut-être le mot de la fin. Et donc, je vous remercie. Vous l'avez bien signé. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de commentaires des parents qui vous disent merci pour cette magie de parole, pour ces interventions pertinentes. Et donc, voilà, merci encore une fois pour votre disponibilité, votre générosité, Dr Tial. Je remercie merci à vous, madame. toutes les personnes qui ont organisé cette conférence et qui l'ont rendue possible. Vous voyez quand même la magie de la technique malgré tout, même si je ne suis pas très technique. Donc, merci à Mounia de la PEF. Merci à Moulay Idriss, co-président avec moi-même de l'UCPE national. Merci, on peut applaudir à distance. Médiateur. Avec grand plaisir. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir. C'était formidable. On a eu on s'est éclairci un petit peu les idées, même en tant que panéliste. Donc, merci beaucoup, Dr Tial. Il y a beaucoup de gens qui demandent après vous et qui vous remercient énormément, et remercient aussi l'association des parents pour l'organisation de ce webinaire. Eh ben, on applaudit à distance, s'il vous plaît. On peut applaudir à distance. On peut bien applaudir à distance. Merci pour ce moment magique. Merci beaucoup. Et puis, bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Et portez-vous bien. Dieu vous garde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci Ishraq, merci Khalid. Merci Hayat, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.